Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous présenter le nouvel agriculteur de ce début du mois de juin, Nicolas Sapé. Il est avec moi, on s'est un petit peu préparé, c'est une première. Il n'a pas l'habitude des directs comme ça en streaming avec des personnes qui sont présentes dans les commentaires, d'être sur YouTube, sur Internet. Donc c'est un effort qu'il fait, mais c'est pour la bonne cause parce que ça va permettre de le soutenir et de l'aider dans les besoins qu'il a. Donc la première chose que je voudrais vous demander, dès que vous pouvez, vous me dites si le son fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème de son, si l'image est bonne, si tout est OK pour vous, et on va pouvoir démarrer. J'attends votre premier commentaire, et comme ça, moi, je suis sûr, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des problèmes de son, de démarrage, donc n'hésitez pas à me le dire. OK, super, super. Eh bien, écoutez, on n'attend pas plus longtemps. Alors attendez, parce que j'ai beaucoup d'images à l'écran. On accueille Nicolas parmi nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Voilà, donc Nicolas, alors dans les grandes lignes, parce que j'ai pas tout suivi, mais je sais que vous faites de la vache, vous savez que vous êtes dans le cochon aussi, dans la chèvre, vous faites des produits, il y a même des produits que je ne connaissais pas, que vous m'en avez un petit peu parlé. Donc je vais vous laisser vous présenter et nous décrire un petit peu votre activité et de manière générale votre travail et les divers métiers, mais la largeur de l'activité que vous pratiquez, parce qu'étant donné que vous avez plusieurs types d'animaux, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter un petit peu votre métier, votre quotidien. Donc, bonsoir à tous. Je suis installé depuis 2010 avec mon père. D'accord. J'ai ma sœur qui travaille avec nous pour la partie chèvre et fromagerie. Donc aujourd'hui, on est une exploitation en bio. Jusqu'au 31 décembre, on était entièrement en bio. Donc vache laitière bio, chèvre bio. On avait des porcs en bio, mais aujourd'hui, les porcs ne sont plus bio suite à des problèmes de réglementation. Ok. On transforme la totalité du lait de chèvre en fromage et environ 20% du lait de vache. Le lait de vache est vendu à Biolay. Donc okay. c'est une coopérative qui rachète du lait pour le revendre. Après, on vend sur les marchés du secteur. On a deux marchés principaux, le marché de Saint-Félicien et le marché de Damastre. On a un magasin de producteurs dans le sud, aux alentours c'est à Coustelet, aux alentours de Cavaillon. D'accord, oui. Et après, on a des grandes surfaces dans la vallée du Rhône. Vous approvisionnez aussi. Tout en produits bio, pratiquement. Tout ce que vous faites avec la chèvre aujourd'hui, on peut dire que c'est bio. La partie laitière est en bio, entièrement en bio. D'accord. Ben déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça un peu que vous rentrez dans le cadre de ce que l'on souhaite, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui cherchent à retrouver une alimentation plutôt saine. Et au jour d'aujourd'hui, c'est on va dire, des exploitations telles que la vôtre que les gens ont envie de soutenir parce que ça, on n'a pas envie que ça se perde. Et même, je vais vous dire, quand vous allez au supermarché, vous allez trouver des fromages de chèvre de marque à des prix qui coûtent peut-être même plus cher que le fromage que vous allez proposer et qui n'ont pas du tout les mêmes procédés de fabrication. Et là, il y a des questions à se poser. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément peur parce que actuellement, il y a la vaccination, il y a tout un tas de choses qui font que il y a des craintes qui se font avec, par exemple, aujourd'hui, le bovin, la DNC, tout ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question au sujet de la vaccination. Comment ça se passe pour vous? On n'est pas vacciné pour la DNC, pour l'instant. Vous avez eu aucune complication du gouvernement, quoi que ce soit? Vous avez pas pour l'instant, on n'est pas concerné. Les zones sont loin, sans être loin, mais on n'est pas dans les zones de quoi que ce soit. Donc, pour l'instant... D'accord. Ben ça, c'est génial. Et j'espère que vous vous battrez pour éviter toutes ces vaccinations parce que c'est quelque chose qui fait énormément peur au public. En plus, quand on voit les effets secondaires sur les vaches, je sais que je suis en liaison avec le collectif Libre qui, eux, ils ont des bovins qui, 99%, je crois, des cheptels ont été vaccinés. Ils se battent pour les quelques vaches qui restent et on dirait que c'est à tout prix une obligation qu'il faut à tout prix qu'ils soient vaccinés. Donc, c'est problématique et ça fait peur aux gens et les gens ont de moins en moins envie de consommer. Alors, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai invité un spécialiste qui nous a parlé un peu de ça, qui avait dit ces vaccins-là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Mais en fait, les gens ont peur qu'un jour, sans qu'on nous prévienne, on change la recette, je vais dire, du vaccin et qu'il se transforme en tout ce qui est ARNM et que là peut être dangereux pour la santé des humains.
C'est la grosse crainte qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux, tout ça. Les gens ont énormément peur de ce sujet-là. Vu tout ce qu'on a subi au niveau humain, rien n'est impossible, on va dire. Donc, Voilà, les connaissants, la façon de travailler et qu'il n'y a que l'argent qui compte, aujourd'hui, tout est possible et vaut mieux se méfier d'eux, en effet. c'est ça. Donc, en ce qui concerne vos productions, alors vous m'avez envoyé des photos et on va un petit peu en parler parce que alors, j'en profite. Voilà, première question de Victoire A. Où êtes-vous exactement, le département? Alors, vous êtes dans le Gers et Non, précisément. on est en Ardèche, nous. Oui, en Ardèche, pardon. Pardon. Donc, à Oui, Colombier-le-Vieux, en Ardèche, au-dessus de Tournon-sur-Rhône, sortie Tain-l'Hermitage, ceux qui connaissent la vallée du Rhône, l'autoroute A7. On est d'accord. sur le plateau ardéchois, c'est plus au nord de l'Ardèche. D'accord. Plus au nord de l'Ardèche. Parfait. Donc, je vais en profiter pour présenter un petit peu vos produits parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Première image, alors j'ai quelques images sympas à partager, mais la première que je vais présenter, c'est celle-ci, c'est celle qui m'a le plus touché parce que je ne m'y attendais pas. Voilà, ça c'est du beurre que vous proposez à la vente, c'est ça? Oui, donc c'est du beurre fermier. Donc là, c'est du demi-sel, mais on fait du beurre doux aussi. D'accord. Donc on Et écrème le lait le matin, il est maturé, et après il est passé en baratte et on fait du beurre. d'accord. Et d'après ce que je comprends, c'est vraiment de manière traditionnelle, c'est du beurre moulé à la main. C'est ça. Il est travaillé à la main. Donc là, il est travaillé pour pouvoir faire les goûtages, pour faire sortir le petit lait qui reste. Et après, il est façonné dans des. Là, c'est encore à la main, mais on a des boules en bois pour donner une structure qui se tienne un petit peu. D'accord, ce qui donne la ferme, la Donne forme après à la. la forme carrée, ouais. C'est ça. D'accord, d'accord. Donc là, on est vraiment dans du beurre traditionnel, donc d'animaux qui sont pas vaccinés, qui sont bio, et le beurre que vous produisez vous-même. Là, vous allez donner envie à plein de gens, là, ceux qui vous connaissent pas. D'ailleurs, ce qui est prévu, si ça vous convient, on a un tableau en fait sur la chaîne, et on pourra vous inclure dans le tableau avec votre adresse, votre email, le téléphone et pour que les gens puissent vous contacter et savoir où c'est qu'ils peuvent acheter vos produits, les gens de votre région. Donc, D'accord. quelque part, on va vous faire une sorte de publicité supplémentaire. Et ça, on le fera en antenne, je prendrai toutes les infos et je les ferai rajouter comme ça. Une fois qu'on aura fini cette collecte, on pourra mettre en place justement et espérer que, s'il est possible que vous espérez avoir un peu plus de clients, pourquoi pas faire des heureux et en plus, vous, avoir une clientèle un peu plus aboutie. Donc, j'ai une autre question qui vient d'apparaître. Faites-vous du beurre de chèvre? Je ne sais pas si c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça doit être possible, mais on n'en fait pas. On n'en D'accord, fait pas parce qu'on n'a déjà pas tout juste assez de lait de chèvre pour nous, pour faire les fromages. Donc on d'accord. ne fait pas de beurre de chèvre pour l'instant. Voilà, justement, parce que maintenant, on va basculer sur les fromages. Parce que là, c'est juste le beurre, c'est une partie de ce que vous proposez. Et ensuite, vous avez, alors je vais commencer avec le plateau de fromage. Je vous laisse expliquer de quoi il s'agit. Donc ça, c'est des plateaux de fromage qu'on fait pour Noël principalement. C'est des Oui, assortiments, donc on a des fromages assaisonnés, on a de la chèvre, on a de la vache, il y a un peu de tout. d'accord, Le rouge, c'est tomate. Derrière le vin, là, c'est du thym, il me semble. Et après, c'est diverses épices. Il y a des d'accord, fleurs, voilà, il y a pas mal de choses. Ça change tous les ans en plus. On fait des essais, on voit ce qu'il en est. d'accord. Et je vais en profiter, vous m'avez aussi envoyé cette photo. Alors, c'est votre papa, je crois, c'est ça? C'est mon père, ouais. Ok, C'est lui qui s'occupait de la production des fromages de raclette. Donc d'accord, ça, c'est du fromage à raclette. Moi, je le mange en raclette parce que je mange bien ça comme ça. Mais ça d'accord, peut, si on le laisse affiner un peu, ça fait style un peu de tome de Savoie ou dans ces choses-là, quoi. d'accord, d'accord. Donc ça, c'est votre cave avec... et ça, c'est de la vache, hein, c'est ça, voilà, le Ça, fromage c'est à de la vache. raclette. Ok, On fait de la chèvre aussi, mais c'est plus rare. On fait de la d'accord, raclette de chèvre. ok. Donc ensuite, eh bien, je vais présenter un petit peu la diversité que vous proposez. Alors, il y a 3 photos que j'ai récupérées. Voilà, du coup, regardez, on en profite pour afficher les commentaires. Du coup, ça me donne faim tout ça. Vous voyez.
Oui, les gens, ça leur donne envie. Alors, voilà, ça c'est, alors, je vous laisse expliquer où ça se trouve. Donc ça, c'est le magasin de producteurs à Coustelet, D'accord, un peu plus loin qu'Avignon. Le magasin, c'est Naturellement Paysan. Là, donc, à droite, c'est les fromages de vache. Au milieu, on a les faisselles à côté de la séparation, les faisselles de d'accord. vache, les fromages épicés, et après, différentes sortes de maturation du fromage. Ça va du frais qui est tout à droite au vraiment sec qui est tout en haut. D'accord. Je vais essayer de rajouter certaines images. Voilà, parce qu'il y a une image. Ah, non, je suis bloqué sur le nombre d'images. Ben, j'ai téléchargé le maximum. Bon, c'est pas grave. J'ai d'autres Et à images. gauche, du coup, à gauche, on n'aura pas tout, mais à gauche, c'est pareil, faisselle de chèvre, de la chèvre en forme de cœur, et après, bah, voilà, bah, très bien, on a tout. Donc, Voilà, c'est là. on a les épicés, on a différentes sortes de maturation, et on a des tomes surprises aussi. Donc, on fabrique des tomes avec des épices dedans. Tout, tout à gauche, c'est les faisselles, là. Les peaux blancs qu'on voit sur la photo, c'est les Oui, faisselles. les faisselles. Putain, j'adore ça, c'est excellent ça. Alors là, il y a la question que vous étiez obligé de tomber dessus. Est-ce que Nicolas pratique la vente par envoi de colis? Pour Celle-là, l'instant, vous c'est êtes obligé assez de rare. C'est vraiment très rare. On le fait à une ou deux personnes pour des gros colis. Mais D'accord. après, on n'a pas de Et creusé réellement la question. si vous auriez des commandes groupées, est-ce que vous pensez que ça serait possible pour des colis un peu importants? Si les points d'envoi sont ensemble, oui, je pense que ça doit être jouable. Ouais, ce sera peut-être. Voilà, tout est possible, ça dépend de vous, en Il fait, hein, quelque faut part. étudier, et puis ça a quand même un coût qui est réel, l'envoi. Donc ça fait vite, ça rajoute vite du chiffrage à la commande, quoi. D'accord. Alors, j'ai raté une question que je vais afficher de perdu dans YouTube. Les fromages sont au lait cru. C'est super important de savoir ça. Les fromages sont tous au lait cru, sauf la raclette, que c'est de la pâte cuite, quoi. D'accord, c'est tous du lait cru. Donc Ouais. voilà, encore une information qui donne un petit peu de caractère à ce que vous proposez. C'est génial, hein, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment ce qu'apprécient les gens. Il y a une troisième photo que je n'ai pas encore présentée. Voilà, celle-ci. Et Donc ça, celle-ci, c'est de la vache. d'accord, ça, c'est les fromages de vache qui se trouvent de l'autre côté. Voilà. Avec les D'accord. différentes sortes de maturation. Tout au lait cru. Comme je le répète, hein, parce qu'il y a des gens qui arrivent depuis peut-être pas longtemps sur le direct de ce soir, des vaches qui ne sont pas vaccinées, de bio, donc et qui ont une bonne alimentation, et c'est du lait cru. Donc là, vous avez vraiment des produits de la meilleure qualité, quoi. À part les supermarchés que vous proposez vos produits, euh, voilà, vous trouverez jamais ça en supermarché parce qu'on se bat contre les supermarchés. On a un petit peu une vision de ce qui se passe dans les supermarchés qui est en fait il y a énormément de produits de basse qualité, de mauvaise qualité, même mauvais pour la santé, les produits transformés, tout ça. Et on essaie de retrouver, de vous soutenir et de retrouver une alimentation un peu plus équilibrée. C'est ce qu'espèrent les gens. Après, ils Donc, essayent, hein, de se racheter une image. Il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui proposent du produit du terroir, hein. Donc ouais, c'est ça, c'est ça. aujourd'hui, à Et part Intermarché et le système U, il y a pas grand monde qui veut se risquer à faire du produit du terroir, quoi. c'est ça. Mais c'est terrible, hein, parce que quand vous avez Carrefour, tout ça, en fait, c'est tous des produits préemballés, c'est des produits pasteurisés. Enfin, ça n'a plus la valeur, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous proposez, quoi. Regardez, vous avez des Voilà. super commentaires, hein, des merveilles. Les gens sont ravis, en tout cas. Ah, je mange, c'est intéressant, hein, je mange uniquement des fromages au lait cru, le reste, c'est mort. Comme quoi, il y a des amateurs. Il me reste deux dernières images, on va en profiter, comme ça on aura fait le tour de la présentation d'un petit peu ce que vous avez sur les quelques images que j'ai pu avoir. Ça, c'est vos animaux dans votre domaine. Oui, donc ça, c'est nos boucs qui sont l'été, ils sont au parc avec des chèvres taries ou des chevrettes qui sont en retard. Donc là, D'accord, c'est un bouc qui n'est plus malheureusement, mais il a ok, été très productif. d'accord. Et là c'est les nouvelles recrues, on va dire. Ça, c'est la descendance, justement, parce qu'on avait que des blanches et on avait pris un bouc coloré pour avoir un peu de couleur. Donc ça, c'est de la descendance de ce bouc-là. D'accord, voilà. Alors, c'est les quelques images que j'ai eues. Je sais que sur votre cagnotte aussi, on voit, vous avez mis une image, donc on va en profiter. Alors, attendez que j'arrive à la retrouver.
Parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs à l'écran. Je l'ai perdu. Eh ben, j'ai perdu la cagnotte. Bon, on va essayer de la repartager. Donc, cette image que j'ai mise, c'est mes vaches en pâture. C'est Donc, ça. là, c'est moi qui rentrais les vaches le soir, donc j'en ai profité. Le paysage était joli, donc j'ai fait une jolie photo. C'est ça, voilà. Donc on en profite. Mais de toute façon, on va faire un petit récapitulatif de la cagnotte. Donc aujourd'hui, on démarre la cagnotte justement de Nicolas. Et c'est une cagnotte de 10 000 euros. On va en parler en fin d'émission parce qu'on a prévu un cursus. On va y arriver doucement. Et le projet de ce soir, c'est que toute personne qui n'a pas encore participé, vous pouvez miser sur la cagnotte, de donner une petite participation. Il faut savoir que le montant de la cagnotte n'est pas le montant définitif des dons qui ont été faits, parce que vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse email agriculture.solidaire@protonmail.com pour proposer un envoi par chèque ou par virement bancaire. D'ailleurs, ce soir, je suis... Alors là, j'ai pas sorti mes notes. Oui, je l'ai là. Je suis à 240 euros de promesses de chèques et de virements bancaires. Donc 240 euros et 285 euros, en gros, pour l'instant, on est autour de 500 euros. Voilà, Luc a affiché l'intitulé, les chèques et les virements par mail à agriculture.solidaire@protonmail.com. Et pourquoi on procède comme ça, je vous l'explique aussi, Nicolas et moi, c'est parce que si jamais là, je mettrai votre adresse ou quoi que ce soit. En fait, on n'aurait aucune visibilité sur l'argent qu'on vous donnerait. Et en fait, ça passe par moi. Moi, je fais la comptabilité de tout. Je donne soit votre adresse, soit votre RIB, selon le don qu'ils veulent faire. Et à ce moment-là, les gens peuvent participer et je tiens les comptes. Et quand on arrive à 10 000 euros, on peut dire que la cagnotte est atteinte. On peut terminer. Je fais d'ailleurs une vidéo où j'annonce que la cagnotte est clôturée et qu'on va patienter pour aller à la cagnotte suivante, pour le prochain projet, tout ça. Donc, je compte sur vous toute la soirée. Les personnes qui n'ont pas fait de dons et qui souhaiteraient participer à partir de 10 euros, vous pouvez verser une petite somme sur la cagnotte de Nicolas Sapé. Donc, n'hésitez pas, ça serait sympa de voir la cagnotte évoluer pendant ce direct qu'on fait ce soir. Il faut savoir qu'il a une vie très chargée, avec des emplois du temps assez conséquents. Et s'il est là ce soir, c'est un effort. Bon, c'est pour sa cagnotte, mais ils peuvent pas se permettre, il m'a raconté un petit peu sa vie, ils peuvent pas se permettre de regarder des films du matin au soir, de rester devant la télé. La vie d'agriculteur, d'éleveur, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il y a des gens qui m'ont répondu. Voilà, déjà, promesse de don par chèque de 15 euros. Voilà, il y a plusieurs personnes. Donc, vérifiez la boîte aux lettres. Vous allez avoir de l'argent qui va tomber assez régulièrement par chèque, par la boîte aux lettres. Et directement sur le compte aussi en virement bancaire. Il y en a peut-être un ou deux qui a été effectué aujourd'hui. Enfin, vous vérifierez sur les comptes. Et voilà, moi, je tiens les comptes. Et dès qu'on arrive à 10 000, ben, ça sera une opération réussie. Et je l'espère de tout cœur. Parce qu'on n'a que 15 jours. La somme n'est pas très conséquente, mais le délai est assez court. Donc, on va faire le maximum, on va se battre pour ça. En tout cas, je suis content parce que vous avez été jusqu'à 125 pour l'instant pour un milieu de semaine comme ça, un jour de semaine. Voilà, il y a beaucoup de personnes, ça intéresse du monde, donc je suis très content. Ah, et une petite question qui vient d'apparaître de Victoire. Pourquoi vos cochons ne sont-ils plus classés bio ? C'est une grande question. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a nos voisins européens, dans certains pays, ont de la peste porcine. La peste porcine, c'est une maladie qui n'existe pas en France, pour l'instant. Par contre, on nous impose des normes quasiment aussi draconiennes que des poulaillers industriels, ou des poulaillers tout court, même des poulaillers label. C'est-à-dire que moi, qui avais des cochons en plein air dans des parcs, donc le problème, c'est que l'Ardèche, on ne peut pas avoir des parcs plats, tout nickel. Donc aujourd'hui, ils nous demanderaient des clôtures enterrées, des grillages enterrés. Vu que j'étais éleveur et naisseur, donc il me faudrait 3 clôtures. Un fil extérieur, un grillage enterré et un fil intérieur. Au niveau de mes parcs et mes parcours, c'était beaucoup trop compliqué pour remettre ça en place. Et sûrement beaucoup trop coûteux, surtout, en temps et en argent. Et suite à différents dialogues avec la DDT et des services vétérinaires, on a décidé d'arrêter le plein air. Donc, pour que ça soit plus facile, on a arrêté le bio aussi. La nourriture, il reste quasiment inchangée. Ça reste quasiment de la nourriture fermière. Pour l'instant, on n'a rien changé et ils continuent à manger pareil.
sauf qu'on n'a plus le label bio. D'accord. Mais c'est Donc vraiment voilà, une histoire de loi, en fait, tout simplement, qui pour moi n'était pas applicable et qui réellement aujourd'hui n'a pas à être appliquée en France vu qu'on est indemne de cette maladie. alors il y a des questions un peu pointues qui débarquent. J'en profite pour les afficher, après on continuera. Bonsoir Nicolas, quel est ton statut sanitaire par rapport à la FCO? On n'a pas eu la FCO. 2025, on n'a pas eu de passage de FCO. D'accord. Eh ben, c'est déjà une chance, heureusement. Oui, oui, ça a fait beaucoup de mal en 2024, un peu de partout en France, mais 2025 a été quand même assez calme au niveau de la FCO, donc pour l'instant. Eh ben, c'est très bien, mais c'est une garantie de plus que là, on a des élevages qui sont sains, ça devient de plus en plus rare, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des élevages où il n'y a pas ces obligations, il n'y a pas tous ces problèmes. Donc, je voudrais enchaîner avec la suite qu'on avait prévue, c'est-à-dire expliquer aux gens quelle est aujourd'hui la vie d'un agriculteur, quel est le quotidien, quels sont ses soucis, quelle est la difficulté, qu'est-ce qui fait que, en finalité, la situation est de plus en plus tendue et qu'on en arrive, parce que vous êtes aujourd'hui, je crois, 350 000. Il y a des, alors qu'il y en avait, je crois que rien qu'il y a 10 ans, il y en avait beaucoup plus du double, je crois. J'ai pas les chiffres, mais je sais que ça s'est écroulé ces dernières années, en 20 ans, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est vraiment écroulé. Je crois que même avant les années 2000, il y avait, je sais pas si je dis pas de bêtises, j'ai pas les chiffres, mais presque 1 million d'agriculteurs, et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un tiers de tout ce chiffre. Et malheureusement, c'est pas fini. Au jour d'aujourd'hui, l'agriculture française, c'est très compliqué, vraiment très très compliqué financièrement, économiquement, c'est-à-dire au niveau des ventes, et psychologiquement, ça le devient aussi de plus en plus dur. Faut savoir qu'on est quand même surchargé de papiers et de normes pour rien faire. De la part de l'État, pour moi, mon ressenti personnel, c'est qu'ils ont absolument aucune confiance en nous. Ils cherchent à nous fliquer du matin au soir parce qu'ils veulent absolument avoir la main sur nous et sur tout ce qu'on fait pour être sûr de tout gérer. Donc aujourd'hui, l'agriculture, c'est chez nous en tout cas, c'est 2 traites matin, 2 traites soir, une traite de chèvre, une traite de vache matin et soir. Quasiment toute l'année en chèvre. Cette année, on n'a pas de tari, donc on a réussi à faire des lots et à avoir du lait de chèvre toute l'année. Donc c'est minimum 700 traites chèvres et vaches par an. Après, il y a l'alimentation qui prend au moins 1 heure par jour tous les jours pour les vaches laitières. Les chèvres, c'est du foin, donc c'est plus rapide à faire, mais il faut quand même le faire vu que c'est fait à la main, c'est distribué à la main. Et après, il y a tous les soins l'hiver, c'est plus les soins aux animaux qui sont autour du bâtiment, dans les bâtiments, c'est-à-dire leur donner à manger, à boire, voir que tout le monde va bien, les pailler, les nettoyer. Et l'été, c'est beaucoup de travaux au champ, parce qu'on essaye de produire un maximum d'alimentation sur la ferme. Sinon, ça passerait pas financièrement. Il faut produire le plus possible pour éviter d'acheter. Donc, on produit aujourd'hui, toutes nos luzernes sont pour les chèvres principalement en foin. Donc là, principalement, comme je fais moi, c'est qu'on ensile toutes nos luzernes avec les prairies permanentes et les prairies temporaires pour les vaches laitières. Donc au mois de mai, début mai, on coupe tout. Tout ce qui est coupable, on coupe. On fait des silos pour nourrir les vaches laitières. Donc moi, les vaches laitières sont nourries à plus de 60%, 70% d'herbe, un tout petit peu de maïs en silage, et après c'est de la céréale. D'accord. Les secondes coupes de luzerne et de regain de prairie, si on a de la chance, comme cette année, d'avoir une année assez pluvieuse, c'est tout 100% pour les chèvres. Et après, il nous reste les parcelles qui n'étaient pas fauchables pour ensiler, qui ont fait du foin pour les génisses, donc pour les renouvellements des vaches laitières. À ça, on essaye donc là maintenant, là, aujourd'hui j'étais en plein de semis de maïs, donc j'ai commencé mes semis de maïs, vu qu'il faisait... J'ai préféré attendre qu'il fasse suffisamment chaud pour qu'ils sortent plus vite. Et derrière, on va attaquer les deuxièmes coupes de luzerne, et dans 3 semaines maximum, on attaque les moissons de céréales pour les bêtes. D'accord. J'en profite pour afficher des questions. Alors, je ne sais pas trop, Nicolas a fini son foin. Non, en foin, vous arrivez à être un petit peu autonome ou vous êtes obligé de... En foin, on est autonome depuis 2-3 ans parce qu'on a eu 2 belles années de suite. Mais sinon, depuis notre passage en bio, ça a été une catastrophe.
On est passé en bio il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Le passage en bio était très compliqué. On a perdu beaucoup de rendement, beaucoup de stock, on n'avait plus rien. On a pris 3 années de sécheresse consécutives, il a fallu acheter énormément de marchandises, mais vraiment énormément. Donc la réponse à la question, c'est je pense qu'est-ce que j'ai fini mes foins cette année? Non, pas encore. J'en ai fait une bonne partie, mais j'ai pas fini, il me reste vraiment les bricoles à finir. D'accord. Et après, on va attaquer les secondes coupes. Là, les luzernes sont prêtes la semaine prochaine, donc on va attaquer les secondes coupes de luzerne. D'accord. Et par rapport à ce que vous venez de dire, il y a une question qui a été posée. Vous devez déjà avoir de la sécheresse. Non, vous avez eu que 2-3 années, je crois. Oh, on a de la chance ces dernières années, mais oui, sécheresse, ça va avec l'Ardèche. C'est indifférenciable, c'est le principe. À Eh partir oui. du 15 juin, nous, chez nous, c'est cramé. Donc, Eh oui. une bonne Alors, année de pâture, c'est quand on arrive à dépasser les 2 mois de pâturage, c'est une très bonne année de pâture pour les vaches. alors, je vais répéter parce qu'en fait, ça n'arrête pas de ressortir dans le chat. Donc, je raffiche la question. On va répondre à cette question qui a déjà été posée, mais qu'il va falloir redonner une réponse. A-t-il été vacciné pour la FCO qui a été presque obligatoire? Ça n'a pas été obligatoire, on n'avait pas vacciné. Voilà. Donc, son élevage n'est pas vacciné FCO. Je vous ai prévenu, hein, je dis les gens sont tétanisés par la vaccination, mais autant humaine qu'animale. On considère qu'aujourd'hui, le gouvernement en fait essaie de nous jouer des tours. Et il y a une sorte de peur qui s'est installée avec ça. Donc, je vous dis, même pour les clients, tout ça, tant que vous pouvez échapper à ces obligations, faites-le au maximum parce qu'on a vraiment l'impression que c'est délétère pour la santé et qu'ils sont en train de déglinguer les animaux en fait avec certains vaccins. D'ailleurs, là, il est même sorti des vaccins pour information. Hein, ça a été confirmé par un spécialiste, Jean-Marc Sabatier, je ne sais pas si vous le connaissez, je l'ai reçu il y a quelques jours, et qui nous a confirmé que pour les animaux de compagnie, les chats, les chiens, les chats par exemple, et bien maintenant, il faisait des vaccins ARNM avec d'autres virus, 3 virus supplémentaires ajoutés à de l'ARNM. Et il nous expliquait que ça, c'était complètement détonnant. Et là, on parle d'animaux de compagnie. On parle de ceux qu'on veut prendre le plus de soins, ceux qu'on veut qu'ils aient une longue vie, la plus longue possible. Eh bien, en fait, ces virus créent des mutations et peuvent, au contraire, plus être délétères pour l'animal que s'il n'était pas vacciné. Et c'est le directeur des recherches du CNRS qui vous dit ça. D'accord. C'est pas n'importe qui. Donc, et les gens sont en folie. Déjà l'ARNM standard, ça a été problématique, mais là il y a l'ARNM auto-amplifiant qui va ressortir. Et cet ARNM-là, il suffit qu'il y ait une seule dose qui rentre dans le corps d'un humain un jour pour que le corps soit déglingué à vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et les gens sont hyper avertis. Là, on a autour de nous que des gens qui sont avertis sur ce sujet. Et ils sont vraiment centrés, c'est pour ça, hein, la FCO qui ressort, ou que ce soit, il n'y a pas eu de DNC, il n'y a pas eu de FCO, je répète, c'est la chance qu'il a. Il y a encore des élevages, comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un éleveur, Michael, que les gens doivent se rappeler, que nous avons aidé, aucun vaccin, aucune obligation, donc ces vaches n'étaient pas, il avait une centaine de vaches, elles n'étaient pas vaccinées. Donc il y a encore des cheptels en France qui ne sont pas vaccinés, et que si vous consommez de la viande de vache, si vous connaissez bien votre boucher, la provenance, il est possible encore de manger de la viande qui n'est pas vaccinée. Voilà. Donc, pour les fromages de Nicolas et le beurre, vous pouvez faire confiance parce que il y a des risques aussi dans le beurre quand c'est vacciné. C'est ça qui est terrible. Dans tout ce qui est produit, le lait, tout ça, il y a des risques partout. Donc, vous pouvez faire confiance. Pour l'instant, Nicolas, aucun problème de ce côté-là. Et voilà. Donc, on a fait le point sur votre activité. Ce que je voulais rappeler, vous m'aviez parlé brièvement du cochon, une histoire de tarif. Vous étiez en bio, mais finalement, vous ne faites plus du bio parce que c'est moins rentable que le standard. Je ne sais plus qu'on appelle ça. C'est valable pour à peu près tout ce que je produis, malheureusement. Le porc bio, enfin le porc tout court, en fait, au jour d'aujourd'hui, chez moi, du moins, il reste, une fois tout compris, il reste vraiment plus rien, quasiment plus rien. Donc on est en train d'essayer de se décider. C'est très compliqué à se décider parce qu'on a vraiment le débouché pour continuer à vendre de la viande de porc bio, enfin la viande de porc tout court, élevée dans des conditions correctes. Le problème, c'est que tout coûte tellement cher à faire qu'on n'arrive pas à dégager de la marge, quoi.
Aujourd'hui, sur un cochon, il va nous rester entre 120 et 150, 200 euros sur les meilleurs cochons pour payer la nourriture. C'est ça. Et donc, en fait, il reste vraiment que dalle. Donc, le prix, c'est ça qui est intéressant. Le prix général vis-à-vis d'un cochon, il passe à l'abattoir. Déjà, le prix de l'abattoir pour un cochon. Abattoir découpe sur des jolis cochons de 120 à 130 kilos, c'est minimum aux alentours de 1000 euros par cochon. Voilà, 1000 euros par cochon. Ensuite, une fois que c'est récupéré, comment ça se passe le cursus après? Parce que finalement, il vous reste pas grand-chose. Et ça couvre. En fait, le but, ça serait de pouvoir vendre le cochon, de récupérer une monnaie, déduire l'alimentation qui a été donnée, l'abattage, et après, l'argent restant, ça serait votre salaire quelque part. Ouais, Mais on en est loin. voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. Donnez-nous un descriptif pour Nous, monter au jeu. on tue 2 cochons tous les 15 jours. On va partir sur 2 cochons, ça sera plus simple. Voilà. Là, 2 cochons tous les 15 jours, ça nous coûte à 100 et quelques euros près, c'est entre 1700 et 1900 euros de découpe. Voilà. En fonction du poids. Parce que ça varie vraiment, c'est au kilo en fait. Donc c'est en fonction du poids. Sur les plus gros cochons, on arrive à plus de 2000 euros de facture, rien que d'abattage et de découpe. Et il y a grosso modo 2300 à 2500 euros de viande vendue. Vendu. Donc il reste Pour deux cochons. pour 2 cochons. Et sur ces, admettons, allez, soyons larges, 2500, alors ça va coûter, faisons simple, 2000 euros d'abattage pour des cochons un peu gros, 2500 euros de viande vendue. Donc, il y a une recette de 500 euros entre l'abattage et l'argent qui rentre de la viande qui est vendue. C'est ça. Et, Ça, il faut déduire donc la nourriture parce que nous, c'est des cochons qui ont au minimum 9 mois, voire un an, parce qu'on veut pas les pousser trop haut. Et une viande qui est trop jeune, c'est une viande blanche, c'est une viande qui va couler, qui va rendre beaucoup d'eau et qui sera pas bonne. Enfin, pas bonne. Si, elle sera bonne, mais elle aura moins de goût, si vous voulez. Moi, c'est de la viande de porc qu'on a, c'est plus de la viande rouge que de la viande blanche. Au jour d'aujourd'hui, vu que c'est des porcs qui sont quand même relativement âgés par rapport aux porcs industriels, un porc oui, industriel, ça doit être aux alentours de maximum 6 mois. Là, nous, on est presque sur le double. Et même sur certains cochons qu'on a dû cette année, parce que c'est en fonction des naissances, en fait. Nous, on a notre débouché, et si on a plus de naissances, eh ben, on mettra plus longtemps à les tuer, donc ils seront plus vieux. Mais on tourne aux alentours d'un an pour faire un cochon. d'accord. Et donc, sur ces 500 euros qui restent, pour deux cochons, combien vous évaluez la nourriture à peu près? Combien ça vous coûterait comme ça? Là, tout de tête, il faut que je trouve une calculette, mais on donne minimum 2 kilos par cochon par jour. Donc sur un an, ça fait 700 kilos. 700 kilos à 500 et quelques euros tonnes, presque 600 euros tonnes, donc ça fait 300, un peu plus de 350 euros d'alimentation. Voilà. 300 euros sur. D'accord. Donc pour deux cochons, on va dire, eh ben, ça fait, allez, on va dire, ça fait, Il faut compter 500-600 euros d'alimentation pour 2 cochons, quoi. d'accord, c'est 300 pour un cochon. Oui, à Donc peu près. ça fait 500 euros pour deux cochons. Ouais, à peu près. Ouais. Do- Donc Donc, là-dessus, on arrive ça, c'est si on achetait de l'aliment. Donc là, si on n'achète que de l'aliment bio, comme on faisait jusqu'à maintenant, pour engraisser des cochons, il reste rien. Sachant qu'on donne quand même de l'aliment fermier, une très grosse partie, tant qu'on a de l'aliment fermier, en fait, donc de la céréale fermière, tant qu'on a de la céréale, ça nous coûte quand même moins cher que si on achetait, vu que c'est nous qu'on la produit. Donc c'est là-dessus que ça reste un petit peu de la marge, mais ça fait pas le même effet, ça fait pas le même travail que de l'aliment porc, quoi. donc, Puis vous êtes obligé de produire la céréale aussi. tant qu'on peut, on produit de la céréale. Oui. Voilà, voilà, vous êtes éleveur, mais agriculteur quelque part, Mais pour alimenter les animaux. on essaye de tout produire, tout ce qu'on produit est à destination des animaux. Hein. On ne vend rien d'autre pour les humains. Tout est transformé sur la ferme et vendu ou donné aux animaux. Quoi. D'accord. J'en profite pour afficher certaines questions. Abattage à la ferme envisageable. Est-ce que c'est quelque chose de possible ou strictement impossible? C'est même pas intéressant d'abattre à la ferme. Par contre, découper à la ferme, économiquement, ça serait plus qu'intéressant, sauf que c'est des investissements énormes qui sont pas possibles pour l'instant. D'accord. L'abattage, c'est un petit abattoir qu'on a à côté de chez nous. Les conditions sont correctes. Les animaux, moi, ils voyagent entre 25 et 30 minutes. Donc, c'est largement tranquille au niveau conditions de transport, c'est très bien.
Et là-bas, il y a non, l'abattoir est bien. Donc après, pour moi, l'abattage à la ferme n'a pas d'intérêt chez nous. Tant qu'on a des abattoirs, des petits abattoirs chez nous, il faut les conserver. Et après, la découpe coûte extrêmement cher. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, alors, si on regarde bien, pour 2 cochons, donc ça va vous coûter 500 euros de nourriture. Donc, tout votre travail, il est passé dans la nourriture et dans l'abattage. Voilà. Et le peu qu'on gagne, eh ben ça couvre les pertes si on a un cochon qui meurt, si on a des invendus sur un cochon, parce que ça, c'est si on vend tout, bien sûr, les 2500 euros. Donc s'il y a des morceaux qui sont invendus, il faut, même qu'on les mange, il faut quand même les Oui. déduire aussi. Donc, Une autre question qui est apparue, est-ce que les chèvres sortent-elles toute l'année ou est-ce qu'elles sont en bâtiment l'hiver? elles sont en bâtiment l'hiver. D'accord. Si oui, elles sont nourries comment? Elles sont nourries au foin de luzerne. Tant D'accord. qu'elles sont en lactation, c'est que du foin de luzerne avec de la céréale et des concentrés. Et après, c'est du foin de prairie pendant la période de tarissement. Ah, mais c'est génial. Vous savez ce que c'est vraiment ce qu'apprécient les gens, hein. Euh, alors, question, attendez, je vous l'affiche. Ça serait pas moins cher en passant par un boucher plutôt qu'une grosse structure, hein. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Le Non? problème, c'est que là, nous, avec la structure, c'est tout vendu sous vide par deux. Donc prêt à manger, prêt à être posé dans les magasins de producteurs et ainsi de suite. Et ça, aujourd'hui, c'est plus que le client cherche vraiment ça, quitte à mettre un peu plus cher sur le produit, mais ils veulent pas s'embêter à charrier de la viande avec dans un papier plein de sang et ainsi de suite. Il faut que ça soit propre, facile à charrier. Et nous, dans les conditions sanitaires derrière, on n'est pas embêté du moment que la chaîne du froid est respectée. On n'a pas de problème de gestion ou quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup plus simple d'être sous vide et livré comme ça. D'accord. Et alors, il y a des tas de questions, mais Roselyne qui dit pour les méchouis, pas de découpe, c'est plus intéressant financièrement, non? Ah, les faire à la broche? Non, mais ouais, mais ça c'est pour vous, si vous en tuez un pour vous, mais Oui, ou même pour des clients, mais rien il faut déjà passer à l'abattoir. Donc il faut déjà prendre, je sais pas combien peut coûter l'abattage d'un petit cochon à l'abattoir, mais ça va lui coûter le prix du cochon. Et après, il faut oui, qu'il aille le chercher parce que nous, on ne peut pas aller le chercher pour lui. Donc ouais. C'est que des cochons jeunes qu'on fait en michoui. C'est pas des cochons de plus de 40 kilos, ça passe pas. Ou après, c'est que sur des gros événements, quoi. c'est ça, il faut que ce soit des petits cochons en fait. Ouais. Je vais en profiter parce que j'ai vu que ça a un petit peu bougé tout à l'heure. On va voir, la cagnotte a déjà un petit peu augmenté. Je vais voir s'il y a encore eu du mouvement. Comme ça, c'est en direct. Ben voilà. Hop, elle a encore augmenté, 433 euros dans la soirée. C'est vraiment sympa vu le nombre de personnes qui sont présentes, etc. Donc, c'est en train de monter doucement. Je rappelle qu'il faut atteindre 10 000 euros avant le 15. Ça serait parfait, au 15 maximum. Ça serait parfait. Donc, voilà. On partage, on en parle autour de nous. Et comme je disais, s'il y a 1000 personnes qui donnent 10 euros, ben, c'est réglé. Et en 48 heures, on pourrait arriver au bout de la cagnotte et avoir fini de soutenir Nicolas. Donc, je reviens sur l'écran. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le sujet. En fait, je voudrais discuter avec vous et expliquer aux gens votre situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous ayez besoin d'une cagnotte, que vous soyez soutenu et quel est le besoin exactement? Surtout que c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que vous avez un calendrier à respecter pour ne pas être pénalisé vis-à-vis de cette cagnotte. Donc, je vais vous laisser vous exprimer sur cette cagnotte, sachant, j'en avais un petit peu parlé, il y a une histoire de procédure de sauvegarde. Je pense que vous serez mieux placé que moi pour en parler. Donc, n'hésitez pas à expliquer clairement l'histoire et pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de vous soutenir pour remplir cette cagnotte et vous obtenir ces 10 000 euros. Allez-y. Donc ça a commencé il y a 11 ans à peu près. On avait des accords bancaires avec les banques jusqu'au jour où ils ont décidé que sous 15 jours, 3 semaines, un mois, il fallait tout rembourser, les courts termes qu'on avait. C'était absolument pas possible à cette époque-là. Du coup, pour éviter la faillite, on a saisi le tribunal pour passer en sauvegarde. Donc c'est une procédure de sauvegarde, c'est une liquidation judiciaire mais volontaire. C'est-à-dire elle nous protège le temps de rembourser la dette. Donc on prend les dettes globales, on les gèle sur la période qui sera décidée. Donc nous, ça a été décidé sur 10 ans. On a gelé les dettes et étalé ça sur 10 ans au niveau du tribunal. Tous les ans, on avait donc 10% de la dette, celle qui correspondait à 15 000 euros, à régler. Aujourd'hui, on est en dernière année et dans le dernier mois.
C'est la dernière échéance à régler. Du coup, on a réglé 5 000 euros sur les 15 000. Il nous reste 10 000 euros. Et là, vu les conjonctures et les coûts des intrants, des gasoils et ainsi de suite, j'arrive pas à les trouver dans les délais impartis. C'est pour ça que je fais appel à vous. Donc là, Et le solde de la procédure de sauvegarde, ça permettra, donc il y a des délais bien sûr, même si on récolte tout est réglé avant la fin du mois, il va falloir que, avec l'été qui arrive, je pense que d'ici le mois de septembre, ça devrait être réglé, du moins j'espère. oui, Ça va me permettre de redevenir une entreprise normale, et même moi personnellement, de redevenir quelqu'un de normal, c'est-à-dire normal aux yeux des banques. Aujourd'hui, quand on est en sauvegarde, on a le droit à rien, mais à rien du tout. C'est-à-dire que pas de droit de découvert. Il a fallu qu'on se batte pendant des années pour avoir un chéquier, pour pouvoir chéquier professionnel, bien sûr. Et ça ouvre vraiment aucune porte. Tout est fermé, verrouillé. Et dès qu'on va voir des banquiers ou quoi que ce soit, c'est tout fermé. On peut rien faire. Là, ça permettra quand même de redonner, entre guillemets, de la confiance aux banques et d'ouvrir les portes à nouveau pour redevenir une exploitation normale, c'est-à-dire à devoir emprunter pour acheter du matériel au lieu de faire du leasing qui nous coûte 10%. Par exemple, on va emprunter pour pouvoir emprunter à 4,5% au lieu de 10%. Rien que ça fait une économie tous les jours ou tous les mois qui n'est pas négligeable. Ça permettra en cas de coup dur, de faire un prêt court terme. Ça permettra en fait de gérer son exploitation différemment, ou alors différemment, non, comme tous nos voisins autour. C'est-à-dire que quand il y a vraiment besoin, on peut aller taper aux portes des banques et ils nous écouteront. voilà. Et personnellement, ça me permettra enfin, depuis 16 ans maintenant que je suis installé, d'espérer pouvoir faire une maison, parce qu'aujourd'hui, malgré qu'on a aménagé, on habite en mobil-home, c'est-à-dire qu'on est à 5 dans un mobil-home et demi, parce qu'on a fait une grande pièce à vivre. Donc, voilà, on n'est pas non plus 3 plaintes, mais on n'a pas une vraie maison. C'est-à-dire qu'on vit dans une cabane, grosso modo. Les enfants sont très bien, ils ont leur chambre, tout va très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est pas des conditions qu'il faut que ça dure. Ça dure depuis 7 ans, mais faut pas que ça dure plus longtemps. Et oui, c'est ça. C'est un petit peu ce qui m'avait, moi, incité à vous aider. C'est parce que là, on sort du cadre habituel. Parce qu'habituellement, on rencontre des agriculteurs qui sont endettés, qui ont des découverts, qui sont prêts à la gorge. Les banques ne veulent plus les soutenir parce qu'ils sont interdits bancaires, ils sont à la limite du banqueroute. Et là, nous les aidons parce que s'ils ne trouvent pas les fonds nécessaires pour rétablir un petit peu la situation, et ben c'est des entreprises qui passent en liquidation. Et là, vous, c'est un petit peu différent. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, je vais en profiter pour vous afficher, c'est la seule photo que vous aviez, mais je vais la présenter. Vous êtes une famille de 5 personnes, donc en couple, avec 3 enfants. Donc une petite fille toute jeune, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas quel âge elle a. Elle a 6 ans. 6 ans, voilà, avec des enfants peut-être ados, un peu plus grands. Donc mon Et aîné à gauche, il aura 16 ans au mois d'octobre. Il est en bac pro agricole. d'accord. Il souhaiterait bien continuer la ferme. À droite, c'est mon deuxième, il a 13 ans. Et la dernière, c'est ma fille, elle a 6 ans. Voilà. Et votre compagne à côté. C'est ça. Ben, super, une belle petite famille. Et moi, ce qui m'a touché, le premier point qui m'a touché, mais en fait, c'est plus grave que ça. Mais moi, bon, je suis un idéaliste, comme beaucoup me disent. C'est quand vous m'avez annoncé que vous vivez en mobil-home et que parce que vous n'avez pas ces 10 000 euros, moi j'ai vu les choses simples, hein, pour cette procédure de sauvegarde qui fait que tout est bloqué. C'est-à-dire que si demain, pour X raison, votre affaire fonctionne et que vous voulez faire un crédit pour financer la construction d'une maison, vous ne pouvez pas le faire parce que sur le plan bancaire, vous êtes complètement bloqué. Donc, quelque part, si on ne trouve pas ces 10 000 euros pour débloquer la situation du plan de sauvegarde, eh bien, Monsieur Sapé est condamné à vivre dans un mobil-home. Et moi, c'est ce qui m'avait touché, sachant une famille de 5 personnes qui vit dans un mobil-home et qui produit de la nourriture pour nourrir les Français. Ça, c'est quelque chose qui m'a réellement touché et que je me suis dit, voilà, c'est parce qu'on sélectionne énormément. Il ne faut pas croire, vous êtes là aujourd'hui avec moi, mais on fait très attention au cas par cas. Il y a des gens que j'ai refusés parce que ça ne correspondait pas. Parce que malheureusement, ce que nous faisons, ça dépend des gens, des donations. Et si vous ne vous inscrivez pas dans un contexte qui convient aux gens, il n'y aura peut-être pas les donations voulues et il n'y aura pas le résultat voulu. Par exemple, il n'y a pas longtemps de ça, il y a un agriculteur qui fait du blé. Alors, il fait du blé industriel. Il m'a contacté, il était en difficulté, il m'a dit est-ce que vous pouvez pas me donner un coup de main? Je dis mais je suis désolé,
je peux rien faire pour vous parce qu'à part la case sentiment, parce que vous êtes en difficulté et que les gens, ça va les toucher, vont vouloir vous aider. À part ça, c'est malheureux, mais vous ne correspondez à absolument aucun critère qui fait que les gens ont envie de vous soutenir et de pousser votre entreprise. Je sais, au jour d'aujourd'hui, on est sur 10 000 euros pour un plan de sauvegarde, mais si vous auriez eu, parce que vous êtes en difficulté, en limite de la liquidation de quoi que ce soit, et que c'était un problème de découvert, on aurait peut-être pu créer une cagnotte plus importante, comme ça a été le cas pour d'autres agriculteurs, pour soutenir, parce que vous proposez quelque chose qui est directement pour la population, et c'est ce qu'on veut défendre. On veut que ça s'arrête, que les petites entreprises comme vous, elles disparaissent les unes derrière les autres. Nous, on veut stopper ça, on veut vous soutenir. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une petite cagnotte, parce qu'on me reprochait souvent de faire des trop grosses cagnottes. Je dis, ben là, vous avez la chance d'avoir une petite cagnotte, et qui est malgré tout très importante, parce que M. Sapé ne pourra pas construire sa maison, il ne pourra pas vivre dans des conditions décentes, il ne pourra pas prendre de l'assurance sur son activité. C'est-à-dire que s'il n'atteint pas cette cagnotte, et si demain, déjà, il peut pas aller dans les découverts, donc je sais pas, je sais que le découvert autorisé jusqu'à une certaine mesure, c'est un petit peu de souplesse, ça vous permet de taper un peu dedans, le temps que ça revienne, ça vous permet de jouer, que là, il n'a plus tout ça, il est à la limite de cette liquidation. Donc, Mais si là, on le rétablit. on n'a rien du tout. Il n'y a pas de droit de découvert, il n'y a que dalle. Voilà, il n'y a rien du tout. C'est exactement ça. Donc là, en fait, vous êtes dans les situations la plus raide. Si vous n'avez pas l'argent, vous faites rien, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille, mais en flux tendu, plus que tendu en permanence, parce qu'on n'a aucune souplesse sur quoi que ce soit. Ni sur les fournisseurs. Enfin, grâce aux fournisseurs qui veulent, il n'y a pas de souci. Mais après, dès qu'il y a un grain de sable qui se met en travers, ça crée tout de suite des complications qui peuvent aller très loin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que cette procédure de sauvegarde est quelque chose de très important, c'est que c'est la dernière annuité. Ça a été sur 10 ans et c'est la dernière année. C'est-à-dire que cette année-là, la somme est payée, les 10 000 euros, la procédure de sauvegarde, elle va sauter. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Elle est clôturée après et c'est fini, on n'en parle plus. Elle est clôturée et étant donné qu'elle est clôturée, il va retrouver un statut d'entreprise normale face aux banques. Et à partir de là, il pourra négocier des crédits, il pourra négocier des financements, etc. Il aura cette souplesse comme tous les agriculteurs qui se portent à peu près normalement. Je dis à peu près normalement parce que je sais que c'est les recettes et les coûts, les charges, c'est de pire en pire. Donc, et les écarts se posent de plus en plus. Les délais se rallongent aussi de plus en plus. Donc c'est sûr que chez tout le monde, ça devient compliqué. Peu importe les productions, c'est de plus en plus compliqué chez tout le monde. Voilà, j'en profite, je vois qu'il y a une cagnotte une question qui a été posée. Donc de Mamillo, une abonnée de ma chaîne qui vous dit si vous avez la clientèle physique et les colis, si le boucher est moins cher que l'abattoir, ça ne vaudrait pas le coup de passer outre les emballages sous vide si vous ne payez pas 1 900 € d'abattage. Si jamais, c'est vrai, c'est une idée en fait, ils essayent de développer une idée. Si on développe une clientèle qui vous achèterait des caissettes, des colis de 10 kilos par exemple, le fait de passer par un boucher qui vous ferait peut-être un prix plus intéressant, et que finalement vous arriveriez, alors sur quelques cochons par exemple, pas sur la totalité, mais d'essayer de générer un petit nombre dans l'année qui permettrait de passer un petit peu par un cursus comme cette idée-là et de générer peut-être une petite recette et de faire des colis directement aux particuliers. Est-ce que vous pensez pas que est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez, ou c'est une idée qui sera plus économique certainement. Après, on a quand même le débouché pour ce genre de transformation. Pour la transformation sous vide, parce que nos clients attendent la marchandise. Au jour d'aujourd'hui, les rayons du magasin de producteur, ils sont plus souvent vides que pleins. Le problème, c'est que si on augmente encore les tarifs, ce qui serait la solution, au jour d'aujourd'hui, on peut encore augmenter les tarifs, mais est-ce qu'on aura toujours les clients pour acheter derrière? C'est une grande question. Après, il faut quand même se mettre aussi à la place des gens, c'est qu'on ne peut pas augmenter les prix indéfiniment et que tout le monde a besoin de vivre aussi. Donc, certes, c'est compliqué, mais je ne sais pas. Combien vous vendez comment ça marche? C'est au kilo? Comment ça fonctionne quand vous vendez la viande? Au kilo en fonction de ce qu'on fait. D'accord. Là, en plus, j'ai pas assez préparé mon truc parce que j'étais un peu à la bourde partout, mais on a des grilles et en fonction des coûts, en fait, de ce qu'on leur demande, on a les prix de vente en face. D'accord.
Donc, je rappelle à tout le monde que ce soir, ce direct que nous faisons, ça fait maintenant 50 minutes qu'on est en ligne et qu'on est en train de papoter, limite on boit le café. C'est exceptionnel pour Nicolas. Il prend sur son temps pour être disponible, pour présenter, pour parler de sa cagnotte parce que c'est très important. Et son activité fait que normalement, je sais, il n'y a pas plus tard que peut-être 15 jours en arrière, on avait un agriculteur, je l'ai interviewé, il était dans son tracteur. Euh, En train de travailler. C'est un truc de dingue. Là, on a réussi les à réseaux avoir... sont trop mauvais chez nous pour faire ça. C'est ça. On a réussi à avoir ce timing pour pouvoir faire cette vidéo. Et c'est une première. J'espère que ça plaira aux abonnés. C'est la première fois que je présente l'éleveur dont nous allons prendre en charge la cagnotte, le premier jour du départ de sa cagnotte. Il est présenté, ils ont un visuel, ils vous voient, ils connaissent votre histoire, ils découvrent un peu la situation, ce qu'il en est avec vos propres explications. Je rappelle avant tout que le dossier de Nicolas est passé entre les mains de Jean-Marc, qu'il a regardé ce dossier, qui m'a fait un retour favorable, et que c'est pour ça que tout s'est mis en place derrière, qu'aujourd'hui nous en sommes là. Ce n'est pas quelque chose de hasardeux, où nous prenons quelqu'un où nous ne sommes pas du tout, non. C'est qu'il y a un espoir avec son exploitation, il y a une possibilité de vivre décemment de son travail. Pour ça, il a besoin aujourd'hui de ce petit coup de pouce. Et c'est pour ça que c'est très important de réunir cette somme d'argent de 10 000 euros, non pas pour remplir les découvertes, pour le soulager sur ses finances, malgré qu'il en aurait peut-être besoin, mais surtout pour supprimer cette procédure de sauvegarde, que si ce n'est pas fait, son entreprise se retrouverait en liquidation. Et je crois que c'est à la fin du mois, c'est ça, la date butoir? C'est ça, c'est fin juin. Après, on a peut-être 10 jours de marge, parce qu'avec l'été qui arrive, c'est jouable peut-être 10 jours jusqu'au 10 juillet. Mais là, la priorité absolue, c'est sûr que c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, moi, la priorité, c'est régler cette chose-là pour qu'on puisse continuer à travailler le reste de l'année, quoi. Voilà, donc je réponds à Roselyne, oui, c'est bien Frédéric Ducantal. Donc j'ai fait une émission le soir, toute la soirée dans le tracteur. Parce il rendait service à un agriculteur près de chez lui. Donc il faisait des heures supplémentaires chez son voisin, gratuitement. Et ça fonctionne comme ça, en fait. Pour chacun, quand ils ont besoin, ils se donnent la main, ils s'entraident. Et ça permet de passer le cap. Alors, c'est des heures pas possibles. Il m'avait dit qu'il travaillait jusqu'à 1h du matin et il reprenait le matin à 8h. J'ai dit, mais vous dormez quand? Et je sais que le quotidien dans votre métier, en général, c'est terrible. Je voudrais d'ailleurs rappeler, parce qu'on en avait parlé quand on s'était appelé, vos horaires de travail sur la semaine, comment ça fonctionne pour que les gens prennent conscience? Moi, je suis pas trop matinal. Donc, moi, j'attaque vers 7h30. Mon père est là beaucoup plus tôt parce que c'est lui qui fait la traite des vaches. Lui, il est là pour 6h. Par contre, après, moi, le soir, à part rentrer pour manger, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Moi, principalement, je fais 7h30, 9h, 9h15. Après, je casse la croûte, mais comme il faut. Limite, je fais un vrai repas. Et là, maintenant que c'est la saison, je repars jusqu'au soir, jusqu'à 7h30, 8h, sans manger. Et je mange pas à midi, quoi. Quand on part, et puis... D'accord, d'accord. De 9-10 heures jusqu'au soir 20 heures, vous êtes au travail. Ouais, là, ouais, ça ça dérange pas. Et ça, c'est ce que je voulais souligner, c'est 7 jours sur 7. Ouais, sauf le dimanche, j'essaye de faire une sieste de 2 heures, 2h30. D'accord. Je rate le dimanche, quand on revient de l'abattoir, parce que les cochons, c'est le dimanche à l'abattoir. Donc, un dimanche sur 2. Quand je reviens, c'est 13h30, facile. Donc, là, c'est pareil. Si j'ai ma femme et les gamins, on mange vite fait. Et si elle n'est pas là, je vais me coucher jusqu'à 4h. Et à 4h, je repars. Ouais, une sieste qui permet d'un petit peu se reposer. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que il n'a pas de vacances. Comme tous les agriculteurs, il ne peut pas se permettre de se payer un voyage, de partir. Il est obligé de s'occuper de ses animaux. C'est du 7 jours sur 7. Les animaux, c'est tous les jours. Je commence un petit peu à connaître parce que moi, j'ai un petit poulailler où je commence un petit peu à développer. J'essaie là, je suis en train de faire des poussins pour essayer d'avoir un peu des poules. Et ben, tous les jours, il faut que ça mange. En fait, on peut pas se permettre. Moi, je me lève tous les matins pour leur ouvrir et pour leur apporter à manger. Et je peux pas me permettre de dire ce matin, j'ai envie de dormir, je m'en occupe pas. Non, dès qu'on est là-dedans, eh ben, c'est une obligation. Et encore, moi, je suis un amateur. Donc voilà. C'est le problème des animaux, c'est dès qu'on a des animaux, c'est tout le temps, toute la vie. C'est ça, c'est ça. C'est très bien, hein, c'est une passion, c'est des choses intéressantes à vivre, des fois très très compliquées aussi,
Mais par contre, ouais, ça a un prix, quoi. Ça a un prix. C'est ça. Réellement, le prix, c'est physique. Certaines fois, c'est psychologique, parce que psychologiquement, des fois, il faut réussir à suivre et à supporter. Ouais. Mais voilà, on y arrive, on essaye. Franchement, c'est exceptionnel, hein. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on ait l'amour de ce qu'on fait. Je pense que là, il y a beaucoup de passion, parce que Il y sans a, ça, vous il y a de tiendrez la pas. passion, mais c'est fragile. Il y Ouais, a la fatigue, les problèmes financiers, c'est très fragile. La passion ne fait pas tout. Au bout d'un moment, moi, ce qui m'a beaucoup coûté pendant des années, bon, j'ai réussi à passer le cap et à passer au-dessus, c'était le regard des gens. Mais le regard sur le métier en lui-même. Les d'accord. gens, pendant des années, et c'est pas tout le monde a le même point de vue, mais mon point de vue, moi, comment je le voyais, pendant des années, les gens nous ont dénigrés et continuent encore certaines personnes à nous dénigrer. C'est-à-dire qu'on vit des subventions, on a tous des gros tracteurs, on a tous ci, on a tous ça. Mais en fait, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir du matériel pour travailler. Et plus les coûts de production, enfin, plus les prix de vente baissent, plus on est obligé d'en faire pour essayer de garder un revenu minimum, d'essayer de garder un chiffre d'affaires. Donc, plus on est obligé de s'équiper. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est ça. On essaye de ne pas y rentrer dedans parce que c'est pas une solution et que moi, j'essaye de tirer plus sur la qualité de vie, on va dire à long terme, parce qu'à court terme, c'est mort, mais sur du long terme ou du moyen terme, à essayer d'avoir une qualité de vie un peu plus correcte, avoir un peu plus de temps, et ainsi de suite, mais c'est compliqué. Il y a une question très intéressante, je vous l'affiche. La compagne de Nicolas travaille à la ferme ou à côté, c'est-à-dire dans Elle le privé? travaille de son côté à la ferme, donc elle est exploitante de son côté. D'accord. C'est-à-dire, elle fait sa propre activité au sein de la ferme. Non, non, ouais, de son côté, elle a ses terrains, elle a ses animaux, elle est indépendante. D'accord, d'accord. Chacun sa ferme. C'est ça. D'accord. Eh ben, je m'y attendais pas. Mais comme quoi, eh ben, même, vous voyez, même les femmes aujourd'hui, elles sont éleveuses, agricultrices. Mais c'est incroyable en fait. Et comment ça fonctionne? Vous vous retrouvez une fois la journée finie? Comment ça marche dans un contexte? Quand on peut se croiser, on déjeune le matin ensemble, et après, bah, quand les fois où on mange le midi, on mange ensemble, et après, c'est le soir. Ouais. D'accord, d'accord. Et en fait, vous allez sur votre exploitation, elle va sur la sienne et chacun gère son activité. Voilà, chacun gère ses affaires. Ouais. Après, quand j'ai besoin d'un coup de main, elle me file un coup de main. Quand c'est elle qui a besoin, j'y vais, et puis voilà. D'accord, d'accord. C'est original. C'est la première fois que j'entends dans une famille d'agriculteurs ben, que justement chacun est agriculteur et qu'il ait sa propre activité. C'est une première. J'ai été étonné. Et vu l'activité qu'elle fait, c'était plus simple de séparer comme ça au départ. D'accord. Et c'est quoi, elle, ce qu'elle fait exactement comme... Elle fait de l'élevage équin, plus des bufflonnes maintenant. Elle a rentré quelques bufflonnes pour la viande. D'accord. Ah oui. D'accord, d'accord. Donc je vérifie si il n'y avait pas d'autres questions là pour l'instant. Non. Donc je vais Après, il y a un reproposer. sujet épineux qu'on peut discuter, Oui. c'est le lait bio. Aujourd'hui, le lait bio, du moins chez Biolay, est vendu, enfin, il nous est payé à nous moins cher que le lait conventionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une qualité sûrement supérieure, du moins on a un cahier des charges bien plus important que le lait conventionnel. Et aujourd'hui, on est payé, depuis le mois de avril, on est payé 90 euros au 1000 litres, moins cher que le lait conventionnel. Le bio est payé moins cher que le conventionnel. C'est ça. On marche sur la tête en fait. Exactement. Et là, le problème aujourd'hui, et le problème de fond, réellement de fond, ça va être ça. Depuis 4-5 ans, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous avait promis 100 euros plus que le conventionnel. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à moins 90. Donc, ça fait 190 euros au 1000 litres d'écart. Pour du lait, c'est énorme. Il nous manque 190 euros au 1000 litres. Et même à plus 100, on était limite sur de la rentabilité, parce que le lait bio coûte énormément cher à produire. Donc là, c'est très compliqué. C'est pour ça que la transformation nous aide, qu'on essaye de transformer de plus en plus de fromage en vache, mais le problème de fond du lait bio est très, très grave. Et qu'est-ce qui a causé cette baisse de prix, d'après vous?
Ils vont pas être contents si je râle trop, mais au jour d'aujourd'hui, Biolay, c'est le bio partout pour tous. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer n'importe quel producteur aujourd'hui en bio, peu importe le litrage, ils vont aller le chercher. Donc, ils ont des coûts de collecte qui sont aux alentours de 140 € les millilitres à quelque chose près, hein. Je m'intéresse plus du tout à leur société, donc je suis sorti psychologiquement de leur truc, histoire que j'arrête de m'énerver. Donc, c'est des chiffres que j'ai de mémoire, mais on est à 140 € les coûts de millilitres de coûts de collecte, alors qu'une laiterie conventionnelle, ils en tournent entre 30 et 40 € les millilitres. Donc, il y a déjà 100 € d'écart sur cette partie-là, qui n'est pas payé aux producteurs, vu qu'eux, ils achètent pour revendre. Donc, Eh oui, eh oui, c'est un intermédiaire encore. c'est ça, c'est un intermédiaire. Ils achètent pour revendre. Du coup, ben, les 100 € de collecte en plus, c'est 100 € en moins pour nous. Plus la conjoncture qui a fait qu'ils ont pris beaucoup de lait à un moment et qu'ils n'arrivaient pas à l'écouler. Donc, ils vendent du lait bio en conventionnel. Donc, voilà, Ouais, ouais, c'est ça crée vraiment, des différences chez eux et qu'il faut bien que quelqu'un paye la différence. Donc, c'est les producteurs qui payent les différences. c'est ça. C'est vraiment, vraiment compliqué. Je vais en profiter pour afficher la cagnotte. On va voir si elle a un petit peu bougé. Ben voilà, je suis très content de vos participations ce soir. C'est génial, elle augmente doucement. Et n'hésitez pas aussi avec les emails, hein, si vous souhaitez me contacter sur ma boîte email, si vous souhaitez lui envoyer un chèque ou un virement bancaire, j'ai toutes les infos, donc vous me contactez. Ça passe par moi parce que comme ça, je comptabilise tout et je fais le total et chaque jour, j'explique un petit peu le total. En fait, chaque jour, pour vous expliquer, je pars sur un thème, je fais une vidéo avec un sujet. Et au tout début de cette vidéo, à chaque fois, je parle de la cagnotte de l'agriculteur en cours, je donne le nom, je donne le montant de la cagnotte, le montant à atteindre. Voilà, j'en parle un petit peu, quelques minutes. Après, je fais quelques annonces. Ça tourne à 90%, on va dire, au sujet de l'agriculture, de manière générale. C'est pour ça qu'on est un petit peu sur tout ce qui est vaccin, tout ce qui est santé, tout ce qui est ces sujets-là. On essaie de s'informer au plus possible. J'essaie de transmettre des informations sur ça, sur ces choses-là. Et ces vidéos alimentent justement en plus la chaîne. Ça crée une sorte de solidarité. Et cette solidarité crée une monétisation qui, chaque mois, une grosse partie reversée, elle aussi, aux agriculteurs. Donc, en fait, je garde un minimum à vivre et je verse une somme aux agriculteurs. Et j'ai même des partenaires. D'ailleurs, j'en profite. Hein, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Il y a Nicolas Bouvier, qui est l'un de mes partenaires, journaliste indépendant, qui a participé sur la cagnotte cet après-midi. Il a donné 50 € pour montrer l'exemple, comme ce que j'essaye de faire moi aussi. Et que, comme ce que je fais, c'est que en fait, de dire aux gens de faire des dons, c'est bien, mais si moi, le premier, je n'exerce pas, je ne montre pas une participation, eh bien, ça ne tiendrait pas debout. Et c'est le fait que je m'implique, que j'essaie de créer le maximum d'argent, de proposer le maximum que je peux faire, qui incite des gens, encore, c'est difficile, hein, parce qu'on a un noyau très solide, bon, qui fait vivre tout ce que nous faisons. Mais alors, pour motiver des gens extérieurs en leur proposant, mais essayez de vous renseigner, d'ailleurs c'est l'appel que je fais ce soir, essayez de vous impliquer, de donner une fois par mois 10 €. Et comme je dis à chaque fois, si 5000 personnes se mettent en tête ce principe, se disent « Ah, allez, je vais participer », et que ces gens participent de 10 €, ça nous fait un potentiel de 50 000 € par mois pour aider les agriculteurs qui leur tombent un pépin. Il y a votre histoire, hein, avec justement cette histoire de procédure de sauvegarde, avec cet argent manquant que vous n'arrivez pas à trouver. Il y a le prochain agriculteur. Alors lui, c'est un contexte un peu compliqué. Ils ont retrouvé une bactérie dans ses fromages. Donc il a eu une perte assez énorme parce qu'il était obligé de tout faire disparaître. Et il n'a pas réussi à redresser la barre. Je ne sais pas comment il a été indemnisé. Enfin, ça ne s'est pas passé super bien. Et l'engrenage, c'est toujours à flux tendu. Donc là, il y a des coûts supplémentaires qui lui tombent dessus qui n'étaient pas prévus. Ben, finalement, il se trouve à découvert. Il a un manque à gagner. Il y a des problèmes. Il y a une somme d'argent qui manque. Et pour que ce soit à nouveau rentable, équilibré, il faudrait. Voilà, c'est un autre projet, c'est un autre sujet, mais c'est toujours la même chose. Des agriculteurs qui vont mal, qui se trouvent en difficulté et qui s'effondrent doucement. Et si la population ne les soutient pas, moi, je suis convaincu aujourd'hui, mais on va vers la fin de l'agriculture française. Tout ce que vous faites, machin, tout ça. Ça peut aller très vite. Voilà. Vu l'âge des agriculteurs aujourd'hui, ça peut aller très vite. C'est une chose qu'on ne parle pas, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs, je ne sais pas le pourcentage, mais on ne doit pas être bien loin des 50%, qui ont plus de 55 ans au jour d'aujourd'hui. Ouais.
Eh oui. Eh oui. Parce que vous êtes assez. Je n'ai pas demandé votre âge, mais vous êtes assez jeune quand même. Vous êtes encore un jeune agriculteur. Ouais, j'ai 37 ans pour l'instant. 37 ans. Bon, ça va, vous Ouais. êtes dans la bonne fourchette. Il y a de l'avenir, on va dire. Il faudra ralentir un peu un moment, mais oui, pour l'instant, ça Ouais, va. ouais, je pense en vieillissant obligatoirement. Une question qui a été posée par Evelyne. Il est où Nicolas en Ardèche? Alors, vous l'avez dit en début d'émission, mais pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Donc on est à Colombier-le-Vieux, au-dessus de Tournon-sur-Rhône. Donc sur le Nord Ardèche principalement. D'accord. Et vos produits sont trouvables? Alors, les fromages de chèvre, le beurre bio, tout est bio, hein, au lait cru, sont trouvables. Si vous pouvez référencer encore une fois les lieux où les gens Donc peuvent trouver le ces... marché de Lamastre le samedi, le marché de Saint-Félicien le dimanche. D'accord. Vous êtes tous les samedis et les dimanches, vous êtes à ce marché. Voilà, enfin ça sera ma sœur le samedi pour Lamastre et mon père le dimanche à Saint-Félicien. D'accord. Après, on a des intermarchés, principalement dans la vallée du Rhône. On a un Super U au Cheddar, on a des Biocoop, quelques petites épiceries, de plus en plus, qui se développent. On a des entreprises, des petits revendeurs locaux qui marchent pas trop mal. Et après, on a le magasin de producteurs qui se trouve à Coustelet. Voilà. D'accord. Bah, ça fait beaucoup quand même. J'en profite pour réafficher avec le petit flyer là, la ferme du Roux, là, donc c'est votre ferme, ça c'est un petit peu ce que vous produisez avec le plateau de Noël. Et est-ce que si les gens se rendent sur ce marché, ils arrivent à vous reconnaître? Est-ce qu'il y a Et quelque chose qui... du moins. C'est écrit. La ferme du Roule est écrite D'accord. sur la banque fraude. Donc, si jamais vous arrivez à vous rendre sur l'un de ces marchés, vous pouvez chercher justement le stand de la ferme du Roule et leur acheter les fromages parce que vous savez que ce sont des vaches et des chèvres qui ne sont pas vaccinées. Tout est au lait cru et c'est vraiment artisanal, traditionnel. Et il y a le beurre aussi sur les marchés, il est proposé ou pas? Quand il y en a, il est proposé. Ouais. D'accord. Ah, c'est pas toute l'année, quoi. Il y a des Là, périodes. on a juste un problème de fabrication. On n'a plus des crémeuses en ce moment. Cette semaine, on n'a plus des crémeuses. Elles nous ont lâché. Donc, le temps de se rééquiper. Mais en temps normal, oui, il y en a toute l'année, normalement. D'accord. Peut-être Et pas en quantité voulue pour tout le monde, mais on a du beurre toute l'année. Ouais. d'accord. Et une question toute bête, les fromages, les prix, ça fonctionne à peu près comment? Donc là, j'ai le tarif sous les yeux. Donc, je vais être obligé de lire. Hein, je n'ai pas de tête. Grosso D'accord. modo, la chèvre normale, on est à 1,70 €. Les épicés, on est sur du 2,50 €. Et après, la vache, on est à 2 €. Quasiment tout à 2 €, sauf les épicés qui sont à 2,50 €. Voilà. Après, Donc, il y a quelques faisselles. Les faisselles sont à 3,30 € en chèvre. Et les faisselles vaches sont à 3,30 € aussi. une question importante de Paul Corel. Avez-vous une page Facebook qui raconte l'histoire de votre ferme? Qui raconte l'histoire, peut-être pas encore, mais la page Facebook existe. Elle est sur la. Je l'ai mis pas en lien, mais j'ai mis le nom sur la cagnotte. D'accord. Le nom est dans la cagnotte. Ouais. D'ailleurs, ça serait intéressant si l'adresse, mettre à jour la cagnotte et mettre les liens, toutes les adresses de vos réseaux Facebook, ou je ne sais pas si vous avez que Facebook ou vous Là, on a présentez que au... Facebook pour l'instant. Ouais. D'accord, que Facebook, eh ben qu'il soit cliquable, que vous prenez que les gens puissent le récupérer, le copier-coller, le mettre dans la barre et tomber sur votre adresse et voir un petit peu vos produits, s'informer. Eh ben, je vais essayer de faire ça. Ouais, ça pourrait être intéressant. Donc, question technique, le poids des fromages. Bonne question. Là, comme je disais tout à l'heure hors antenne, je vais rarement en fromagerie, j'y vais, mais je fabrique très peu. Du coup, j'ai pas les chiffres exacts. Moi, je suis plus sur la production, donc D'accord. alimentation, production, que transformation. Mais ce qui est sûr, je remets les photos. Donc, on est tous les fromages que l'on voit sur cette image, que les fromages, je parle, on est entre 2 €, 2,50 € le fromage. Ah oui, 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 la chèvre, on est à 1,70 €. Donc, la chèvre, si Voilà. ceux qui connaissent, on est sur du type picodon au niveau taille et poids. Voilà. Donc, ça Donc, ressemble à du donc picodon. là, tout ce qui est là, les petits, tout ça, là, c'est 1,70 € le fromage, voilà. Là, Voilà, franchement, niveau budget, franchement, je trouve que c'est pas cher, hein. Parce qu'aller acheter un fromage de chèvre à Carrefour,
Vous savez, à part la bûche, là, le truc vraiment le plus standard, le moins de fromage, on peut emballer, là, soi-disant sous cellophane, là, et que c'est fait en usine, hein, mais ça vaut 4-5 euros, facile. Après, là, au magasin de producteurs, il y a leur marge supplémentaire du magasin, du coup, parce qu'il faut bien que Oui. quelqu'un. Donc, ça sera un peu plus cher en magasin. Mais sur les marchés, c'est ces tarifs-là. Ouais. Voilà, donc l'idéal, c'est d'acheter sur les marchés, donc les deux marchés que Nicolas a cités. Et oui, j'en profite, miam, c'est pas cher, je les paye plus ici. Voilà. Mais vous m'aviez expliqué qu'il y a, comment dire, qu'il y a de la concurrence et que les prix, vous pouvez pas mettre n'importe quel prix non plus. C'est ça, on C'est a de la concurrence. Quand on est trop cher, après, on n'arrive plus à vendre avec du local, parce qu'on reste quand même à la campagne et les budgets sont quand même limités. Les... C'est pas le niveau de vie de la ville, quoi, au niveau des salaires. Du coup, il faut quand même rester au niveau de la clientèle. Oui, oui. Donc, je voulais revenir, réafficher la cagnotte qui est un petit peu augmentée. On est monté à 700 euros. Donc là, pour aujourd'hui, je pense qu'on a dû dépasser les 1000 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, avec l'autre chiffre que j'ai là. Mince, je me suis trompé de grille. Voilà, 240 et 800. Ouais, on a atteint 1000 euros pour le premier jour. Et bien, écoutez, ça serait, si on peut continuer comme ça tous les jours, ça serait bien. En 10 jours, ça serait réglé. Donc la cagnotte aurait la possibilité voilà, de grimper. Donc on va faire le maximum. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Moi, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, moi je peux répondre. Pour l'instant, s'il y a des questions que je peux répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, je partage en plus pour les personnes. Donc pour les chèques et les virements, vous pouvez me contacter par mail sur agriculture.solidaire@protonmail.com. Alors oui, une question qui a déjà été plus ou moins posée, mais est-ce que Nicolas livre ses fromages en dehors de son lieu de vie? Alors il est présent sur les marchés avec ses fromages et dans tous les magasins, intermarchés, tout ça qui sont autour de chez lui. Mais je ne pense pas que vous faites de la livraison, vous n'allez pas jusque-là quand même. Non, non, on ne fait pas de la livraison à domicile, non. Et même pour les envois, comme on disait tout à l'heure au début, les envois, c'est très rare pour des grosses commandes. On le fait pour des clients qui sont à côté, qui viennent au magasin passer les commandes. Mais pour l'instant, on ne fait pas d'envoi. Ça pourra venir. Si les commandes sont conséquentes, tout est possible. Mais voilà, il y a les frais d'expédition. Il y C'est a quand même ça. des frais d'expédition. Voilà, Nicolas qui est parmi vous. Alors je le mentionne parce que c'est ce journaliste indépendant avec qui je suis associé, qui s'est allié au mouvement que nous faisons pour soutenir les agriculteurs, qui a participé d'ailleurs aujourd'hui à la cagnotte. Et d'ailleurs, voilà, il a donné un petit peu l'élan à beaucoup de personnes avec Marie Domeyer qui va vous envoyer 50 euros. Et j'espère que beaucoup de personnes vont vous soutenir. Courage à vous. Voilà les messages que les gens ont envie de vous dire. Et ce que je voudrais rajouter sur ça, parce que tout à l'heure, vous avez mentionné que eh bien, vous avez l'impression que la profession était rejetée, que vous aviez cet écart de la population. Mais en fait, je pense que vous n'aviez pas le contact avec la bonne population. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des produits de qualité, qui cherchent à soutenir des gens comme vous qui travaillent, qui font des choses bien, ils savent vos difficultés, ils savent l'enjeu de l'avenir de notre agriculture. Et je peux vous dire, c'est pas tout le monde, mais je peux vous dire qu'il y a une grosse partie de la population française qui vous soutient. Et C'est ce qui, que j'ai découvert en vieillissant, si vous voulez. Mes débuts en agriculture dans ma jeunesse. ça a Et été dur. j'ai essayé d'être syndiqué comme tout le monde, il n'y a pas de souci. J'ai vu que c'était des syndicats de jeunes, on en a profité, on a fait quelques manifestations. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens qui nous détestent. Réellement, on peut dire que c'est limite de la haine. Mais en vieillissant, en ayant des points de vue différents, on se rend compte, oui, peut-être, mais il y a quand même des restes qui font mal. Il y a certaines phrases qui font mal à entendre. Il y a une marge, je reconnais qu'on peut pas plaire à tout le monde. Moi-même, tous les jours, je subis des attaques. Ça m'arrive encore même aujourd'hui. Où toujours, dès que ça parle d'argent, vous savez, on fait des cagnottes, tout ça, donc on est dans l'argent. Dès que ça parle d'argent, il y a toujours des attaques, des gens qui essaient de vous faire du mal, de vous toucher sur la sensibilité, tout ça. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui cherchent à retrouver une alimentation saine. Là, on est dans des fromages de qualité, on est dans du beurre. Vous avez arrêté la crème fraîche, vous m'avez dit, hein, une époque vous faisiez la crème fraîche. On en fait encore un peu, mais très peu. D'accord, très peu. Donc c'est peut-être possible, avec un peu de chance, de trouver de la crème fraîche.
Je dirais Euh, ça dépendra plus des périodes. En hiver, ça sera beaucoup plus facile parce que déjà c'est plus facile, c'est plus régulier, le lait est beaucoup plus régulier, plus facile à écrémer et le goût est surtout tout le temps le même. Là, avec les mises à d'accord, l'herbe, en fonction de ce qu'elle mange, les goûts changent vachement. Du coup, c'est pour ça, c'est plus simple aussi comme ça. d'accord. Mais voilà, les gens cherchent, mais que ce soit sur tous les points, ils cherchent des légumes de qualité, ils cherchent des produits vrais. Euh, oui, le porc, vous faites de la viande, mais pour le reste, vous faites pas de viande. C'est pas des J'ai spécialités. arrêté de découper de la viande de vache, ouais, parce que la viande de vache, il me restait trop de morceaux indésirables et du coup, Ouais. on rentrait pas du tout dans nos frais, quoi. C'était pas rentable. D'accord. Non, ben, pas suffisamment pour que ça vaille le coup. En plus, la viande a augmenté à la vente au boucher, enfin, pas au boucher, mais aux marchands de bestiaux. Du coup, là, ça vaut vraiment plus le coup parce que la découpe est tellement chère que ça vaut vraiment plus le coup de s'en mettre là, quoi. Oui, il paraît que la vache, le prix de la vache a augmenté, que Ah c'est ben, beaucoup plus par cher. rapport à il y a 20 ans, oui, oui, oui. En 2008, on était payé aux alentours d'1 euro, 1,50 € du kilo de carcasse. Et aujourd'hui, on est plus près des 5,50 €. D'accord. Pour de la vache laitière, hein. De la bonne vache à viande, c'est plus cher que ça. Mais moi, je parle en vache laitière de réforme, c'était à peu près ça. Le plus bas que j'ai vu, ça devait être aux alentours d'1,20 €, 1,50 €. Et là, vous savez que vous vendez une vache pour 300, 400 €, ça vaut pas le coup, quoi. D'accord. Elle serait morte, ça aurait presque gagné de l'argent, quoi. Ah oui, c'est pas rentable. C'est terrible, hein, mais ça devient pas rentable. C'était pas D'accord. rentable. Là, la viande a rattrapé, mais le problème, c'est que le veau a monté aussi. Donc, nous, on fait du veau de lait. Ça, on n'en a pas discuté. On fait du D'accord. veau de lait en découpe. Donc, pareil pour le magasin de producteurs et puis les marchés. On fait pas de autre chose. Et là, les veaux de lait, ça devient limite pas rentable aussi parce que la vente du veau à un mois est tellement à augmenter parce qu'il en manquait que le prix, en fait, il est trop. Le prix de départ est déjà trop. On le vendrait à 3 semaines, ça serait plus rentable que de l'engraisser 4 mois, 5 mois. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous proposez du veau encore. Oui, on a du veau. Oui. J'avais oublié, mais il y a du veau. Du veau, du porc. D'accord. À la ferme, il y a du veau et au magasin, il y a du veau et du porc. D'accord. Les gens peuvent venir acheter à la ferme? Oui, ceux qui veulent se déplacer, ils peuvent. Oui, oui. D'accord. Venir vous voir à la ferme pour vous acheter leur fromage. Vous n'avez pas de boutique. Oui, on a Comment une ça se petite passe? boutique, c'est ouvert tous les matins, sauf le dimanche matin. Le dimanche matin, D'accord. c'est ouvert, mais très peu de temps, juste quand on y est pour transformer. D'accord. Tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, le matin, c'est ouvert. Principalement de 9h30, 10h jusqu'à midi, quoi. D'accord. Et tous vos produits se trouvent, s'y trouvent. Quasiment. Quand on les a, ils sont là, quoi. D'accord. Donc, vous n'hésiterez pas, si jamais vous êtes un petit peu de sa région, si vous voulez avoir l'adresse, vous pourrez me contacter. Je communiquerai son adresse. Parce qu'il y a des gens, vous savez, même qui vont faire un peu des kilomètres, rien que pour la balade, pour découvrir quelque chose, pour aller acheter des produits un petit peu authentiques, tout ça. Ben, il y a des gens qui sont prêts à faire un peu des kilomètres. Donc, voilà, découvrir votre exploitation, ce que vous faites, les produits, ça peut intéresser du monde. C'est pour ça que j'en parle aussi. Les routes d'Ardèche sont très touristiques, vous pouvez venir, c'est pas de souci. Ben voilà, en plus. Donc, écoutez, si vous avez des dernières questions, des sujets, on va en profiter. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Bon, on est au courant de tout ce que vous faites. Donc, vaches laitières, les veaux, les cochons. Les cochons, vous savez pas trop où vous allez si. C'est en sursis pour l'instant. On va D'accord. tuer ce qui nous reste et je sais pas ce qu'on va faire. Je sais toujours pas au jour d'aujourd'hui ce qu'on va faire. Ouais, c'est possible éventuellement parce que ça ne fonctionne pas que vous arrêtiez de faire du cochon. Ça m'embêterait, mais si c'est pour faire pour rien, on arrêtera. Mais oui. Vous voyez comme quoi Moi, aujourd'hui, en fait. j'étais parti il y a une petite dizaine d'années dans l'optique de pouvoir nourrir tout le monde. Enfin, nourrir tout le monde entre guillemets. Donc on avait fait, c'est pour ça qu'on avait du cochon, qu'on avait du veau, que je découpais du bœuf, parce que je voulais vraiment avoir un large choix pour pouvoir nourrir les gens. On s'est mis à faire des patates pendant 3, 4 ans, 5 ans. Et on a été obligé d'arrêter parce qu'à la fin, on arrivait. Les patates en bio, c'est très compliqué à conserver. Et en plus, les gens ne les achètent pas. Ah, On d'accord. n'avait pas du tout le débouché voulu. Donc, on en jetait presque la moitié de la production. Donc, on a carrément arrêté d'en produire. D'accord. Et ouais. Donc, du coup, là, vous êtes spécialisé vraiment dans les catégories qu'on a décrites. Pour Et l'instant, on est dans les animaux. Ouais.
Ouais, ouais. Et sachant que le cochon, c'est à voir avec le temps. Si... Parce que c'est vrai que j'ai entendu dernièrement que le cochon était très bas. Le prix du cochon, En il- conventionnel, il a toujours été très bas. C'est une filière qui est sous perfusion depuis beaucoup trop de temps pour eux. C'est un travail compliqué qu'il faudrait qu'il soit rémunéré correctement, mais il faut de la viande pas chère pour nourrir la France et ils se servent de eux pour nourrir la France. Mais c'est terrible parce que là, pour tirer les prix aussi bas, eh ben, ça va pousser à donner de la mauvaise alimentation la moins chère possible. Enfin, tout. Et puis là, on parle en plus de centimes, hein. C'est même pas d'euros qu'on parle, c'est de centimes pour sortir les agriculteurs des problèmes. Parce que sur le volume qu'ils sont capables de produire les éleveurs de porc, c'est vraiment quelques centimes supplémentaires au kilo que le consommateur se rendra même pas compte qu'il le paye. Mais ils veulent Mais pas les oui. mettre. C'est comme pour le lait, hein. Le lait, ils nous rajouteraient 100 euros au 1000 litres, c'est que 10 centimes. Et 10 centimes sur une brique de lait, personne ne le verra passer s'ils font pas x3 au milieu pour pouvoir gagner les grandes surfaces pour gagner plus. Donc c'est D'accord. quelques centimes que tout le monde, je pense, est prêt à mettre, mais que les intermédiaires et les transformateurs ne veulent pas repercuter aux producteurs. D'accord. J'en profite pour afficher un petit peu les messages. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont été sensibilisées. Donc, j'espère, je croise les doigts que ça va bien fonctionner. Donc, écoutez, ça fait quand même 1h20 de direct. On a eu beaucoup d'informations. On a fait le tour de votre situation. Alors, j'affiche une dernière fois la cagnotte. J'aurais aimé qu'elle augmente. Voilà, encore un petit peu augmenté. Ben, ce soir, ça a pas mal fonctionné. Ça a pas mal marché quand même, hein. Elle a bien augmenté. Donc, en totalité, voilà, nous sommes sur les 1000 euros à peu près, avec les promesses de dons, tout ça, qui vont continuer à arriver. Donc, je rappelle que n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email pour envoyer un chèque ou le virement bancaire. Je vous donnerai ses coordonnées. Et nous espérons, il faut que nous y arrivons coûte que coûte à remplir cette cagnotte avant le 15 pour être à jour dans notre dans les comment dire, on va dire l'organisation que nous nous sommes fait. Donc nous avons 15 jours, c'est le premier jour aujourd'hui, nous avons 15 jours pour remplir cette cagnotte. Et l'enjeu qui est très important, je le rappelle encore ici, c'est la procédure de sauvegarde qui pourra sauter, qui pourra être clôturée. Et à partir de là, il retrouvera une vie décente. Donc ils pourront se permettre de faire des crédits, d'avoir un rapport normal avec les banques. Ce qui fait que s'ils ont besoin de financement pour l'entreprise, ils pourront jouer sur ça, ils pourront avoir des découvertes. Et si demain, ils ont la capacité de se construire une maison et de sortir de ce logement pour 5 personnes, hein, quand même un couple avec 3 enfants, eh bien, ils auront cette possibilité. Tant qu'ils sont dans cette procédure de sauvegarde, ben, ils sont complètement bloqués. Et si cette procédure de sauvegarde ne saute pas, là, c'est la liquidation. Donc, c'est une entreprise qui ferme. Je vous le dis clairement, on ne peut pas faire plus simple que ça. Donc, s'il n'a pas la somme, et surtout que c'est la dernière année. Donc là, les 9 premières années ont été payées, c'était sur 10 ans, on arrive sur la 10e année. S'il n'a pas la totalité de la somme pour le régler et qu'il puisse sortir de cette procédure, eh bien, malheureusement, son entreprise devrait se retrouver en liquidation et tous les efforts, tout le travail qui a été fait aujourd'hui serait réduit à néant. Voilà un petit peu la situation. Et voilà pourquoi nous avons décidé de prendre en charge cette cagnotte et de faire le maximum pour la soutenir. Et on va tout faire. Voilà, on va tout faire pour qu'elle soit complète. Parce que si on n'y arrivera pas, ça sera un échec pour nous et ça sera surtout une catastrophe pour vous. Et voilà, on va se battre, on va tout faire. Moi, j'ai des contacts, je vais essayer de contacter les maximum de personnes autour de moi qui peuvent soutenir cette cagnotte. Et je vous propose à tous les abonnés, tous ceux qui sont présents ce soir, hein, donc de partager la cagnotte au maximum autour de vous, de partager l'info et d'inciter des personnes, même dans votre entourage, dans votre vie de tous les jours. Votre voisin vous tape à la porte, dit voilà, il y a un agriculteur qui risque de perdre si cette procédure n'est pas clôturée. Il peut potentiellement perdre son exploitation. Donc, il faudrait participer. Si vous pouvez donner un petit quelque chose à partir de 10 euros, c'est même pas un McDo, 10 euros, donc c'est pas grand-chose. Et ça permettra de sauver une ferme de plus. Parce que je dis de plus, parce que nous avons commencé depuis janvier. Ça fait des mois que nous procédons. Et là, vous êtes, je sais pas, le 7e, 8e ou 9e peut-être agriculteur que nous avons aidé. Nous avons réussi à tous les aider jusqu'au but, sauf le précédent du mois dernier, parce qu'il fallait une cagnotte énorme de 50 000 euros. Donc, on a atteint 22 500 euros le mois dernier.
Donc, on reprendra sa cagnotte en fait en juillet parce qu'il y avait un petit peu l'obligation aujourd'hui de s'occuper de votre cagnotte qui est très importante à cause des délais de la procédure de sauvegarde. Et en plus, il y a un deuxième agriculteur, une petite cagnotte qui succédera à la vôtre. Et donc, ça fera 2 petites cagnottes d'agriculteurs pour ce mois-ci. Et normalement, si tout va bien, on devrait arriver à les compléter. Donc, c'est vraiment... Voilà, là, je fais vraiment appel à vous tous parce que cette cagnotte est importante dans ce sens où il y a le risque qu'une ferme disparaisse, une nouvelle ferme supplémentaire disparaisse si on ne réunit pas les fonds pour stopper cette procédure de sauvegarde qui est sur la fin. C'est la dernière annuité. Après, c'est terminé. Il retrouve un mode de vie normal. Il n'aura plus qu'à travailler pour espérer rester à l'équilibre et survivre. Bon, j'espère pas que vous faisiez appel à nous, mais si un jour vous avez une grosse difficulté, comme ça arrive à certains, ben si on peut vous aider, on y réfléchira, on essaiera de faire le maximum. Mais en fait, vous êtes des milliers aujourd'hui, je vous dis, des dizaines de personnes qui nous contactent de temps en temps, qui nous disent, voilà, on a tel problème, on a ces difficultés. En fait, c'est une activité vraiment en grande difficulté aujourd'hui. Donc voilà, on fait le maximum, on fait ce qu'on peut. J'espère que pour vous, franchement, pour moi, ça devrait très bien marcher. Donc j'espère que ça va vraiment bien marcher. Je compte sur vous tous. On va faire le maximum. Moi-même, je sais pas, demain ou après-demain, je pourrais vous reverser les fonds Tipeee que je dois recevoir. J'attends qu'ils me tombent et ça pourra être reversé. Ça sera directement sur le compte bancaire. Ça sera par virement. Et tout sera noté. On fera ce total. Il faut atteindre avant le 15 les 10 000 euros pour cette cagnotte. Voilà. Si vous souhaitez dire un mot de la fin, n'hésitez pas. Je vous donne la parole pour dire ce que vous passez par là. Tout ce que vous avez à dire, c'est le moment. Bon, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui ont été présentes ce soir, les personnes qui ont déjà donné, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre quand je vous ai contacté. Donc, Oui. pour moi, ça a été une grosse première de faire un direct. Oui. La seule fois où je m'étais mis devant une caméra, c'était pour une réunion, donc c'était compliqué pour moi. Mais finalement, ça se passe très bien. Donc, Oui, ben c'est un peu un échange où on discute, on est presque entre amis, c'est détendu, c'est ça qui est bien. C'est surprenant au début, c'est le temps de s'y Voilà, faire. après on s'y fait voilà, ça se fait facilement. Dernière petite chose, du coup, on avait réfléchi depuis quand, parce qu'on se posait la question depuis quand la ferme existait. On a posé la question à mon grand-père, qui était déjà exploitant, et même lui ne se souvient pas. Donc, depuis, sûrement toujours, on est exploitant agricole. Et oui, de père en fils, en fait, c'est une exploitation familiale. C'est ça. Depuis D'accord. toujours, et ça fait au Donc moins 5 générations qu'on est ici. Donc, voilà. le père de votre père était déjà sur l'exploitation. C'est ça. D'accord. Et précédemment, sans doute, et en fait, vous n'avez pas remonté jusqu'au passé, quoi. Bah après, je pense que ça a toujours été comme ça. Vu le secteur qu'on est, c'est du secteur agricole, donc ça a toujours été comme ça, je pense. C'est ça, de transmission dans les familles, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Voilà, je comprends pourquoi vous avez le cœur à l'ouvrage, pourquoi vous voulez vous battre, parce que voilà, c'est quand même un héritage, et perdre ça serait quelque chose de terrible. Psychologiquement, ce serait compliqué. Ouais, je comprends très bien. Eh bien, vous savez que vous êtes soutenu, parce que là, il y a des gens qui sont présents ce soir, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir ce soir, donc ils vont voir un replay à partir de demain cette vidéo. Donc, toute cette soirée que nous avons échangée, elle va être vue, j'espère, par le plus grand nombre. Alors, il y a beaucoup de curieux qui se sont dit, un nouvel agriculteur, on ne le connaît pas, on va voir sa tête. Donc, c'est un petit peu l'effet curiosité qui va apporter le plus de monde possible. Donc, j'espère partager même le lien de la vidéo au maximum pour que les gens puissent se contacter. Alors là, il y a une très bonne question qui vient d'apparaître. Comment Nicolas a eu le contact de Liberté de Conscience? Je ne sais pas si vous n'êtes pas passé par Sébastien. C'est un ami d'une amie qui a donné mes coordonnées, enfin, qui a donné mes coordonnées. Et moi, j'ai des petits soucis avec les noms, donc je ne sais pas qui c'est que j'ai eu au début au téléphone. D'accord. Parce que je sais que votre dossier, il est tombé entre les mains de Jean-Marc. Oui, et c'est quand Jean-Marc... Voilà, et c'est quand Jean-Marc a eu le dossier, mais c'est peut-être une abonnée qui a contacté Jean-Marc et qui a donné l'adresse. C'est largement possible. Il y a des choses comme ça. Voilà, donc vous voyez maintenant, c'est la communication.
Même, je ne sais pas, n'importe où que vous habitez, si près de chez vous, il y a un agriculteur qui a des difficultés, vous pouvez lui parler de la chaîne, vous pouvez lui parler du groupe, parce qu'on est, vous savez, on est un groupe d'une dizaine de chaînes associées. Là, moi, tout seul, je suis seul à vous parler ce soir vis-à-vis de ma chaîne. Mais on a 8 ou 9 autres chaînes associées, dont Nicolas Bouvier qui est passé tout à l'heure, et d'autres chaînes qui sont toutes reliées entre elles et qui participeront pour cet effort. C'est-à-dire que là, le live, ils vont les partager sur leur chaîne, ils vont en parler pour que leurs abonnés soient au courant de ce qui se passe. Et on essaie de créer une immense toile d'araignée, de tisser des liens entre les gens. Et c'est ça, c'est cette solidarité qu'on essaye qui va prendre. Et l'enjeu est énorme, hein, c'est notre souveraineté alimentaire. En fait, la France a tout perdu. On a perdu l'industrie, on a perdu tout, on n'a plus rien en France. Il nous reste encore un petit peu l'alimentaire, un petit peu. Donc si on perd ça, c'est terminé. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'alimentation, mais il faudrait qu'on soit un minimum aidé quand même par les services de l'État et qu'ils nous fassent un tout petit peu plus confiance et qu'ils nous donnent les moyens de vivre, juste tout simplement de vivre. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, tout le monde pourrait embaucher au moins un salarié minimum si on avait les moyens de le faire. Si on est tous en surcharge de travail, on aurait tous possibilité de faire travailler du monde. On fait déjà travailler beaucoup de personnes indirectement. C'est la chaîne d'alimentation agricole, autant au niveau matériel, mécanisation, que tout le monde, tous les cotisants à MSA, parce qu'aujourd'hui tout le monde cotise à la MSA, c'est nous qu'on les paye, c'est l'agriculture qui les paye. Et on fait travailler quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et ça pourrait être bien mieux si on nous donnait les moyens financiers de faire vivre nos produits. Tout simplement, on ne demande pas des aides, on ne demande rien. Moi, personnellement, je ne demande pas d'aide, je demanderai au niveau de l'État, certainement. Plus, enfin, je demande de l'aide aujourd'hui, mais pas d'aide financière de l'État, les primes PAC et ainsi de suite. Si mes produits étaient payés le juste prix, on n'aurait pas besoin de tout ça. Donc, la seule chose qu'il faudrait, c'est que l'argent arrive du bon côté. C'est-à-dire que ce soit nos produits qui nous permettent de vivre et non des perfusions d'État de l'Europe pour pouvoir nous maintenir en vie et surtout nous faire taire pour que tout se passe bien pour eux et que tout aille bien dans le meilleur des mondes pour eux. Vous savez, je vais vous dire, je vous ai dit hors antenne que j'étais, ou peut-être en antenne, je ne sais plus, que j'étais un idéaliste. Et moi, j'ai la prétention de développer quelque chose, c'est-à-dire que faire prendre conscience au public que l'agriculture, c'est limite quelque chose de sacré. Et je vous dis que là, tous ceux qui sont présents ce soir dans le direct, 162 personnes, on est monté à 190 personnes tout à l'heure, c'est des gens qui en ont conscience. Et que si on serait assez intelligent, il suffirait de quelques... Je donne un exemple, on est 68 millions d'habitants en France. 68 millions, c'est un chiffre gigantesque. Vous prenez ne serait-ce que 100 000 personnes. C'est rien, 100 000 personnes sur 68 millions d'habitants, c'est rien. 100 000 personnes qui ont leur petit billet de 10 euros dans la main et qui disent « Moi, demain, je veux être actionnaire de l'agriculture française. » C'est-à-dire qu'on va me proposer des aides, des idées, des financements, des choses à faire. Et si ça m'intéresse, je vais donner mes 10 euros. Et qu'il y ait 100 000 personnes qui sont prêtes à faire ça tous les mois. Ça engendrerait en fait une sorte de communauté qui serait capable de déverser 1 million d'euros par mois. C'est rien, 100 000 personnes. C'est ce que j'essaie de créer. Là, je parle de 5 000 personnes pour avoir 50 000 euros par mois, mais vous vous rendez compte, 100 000 personnes qui ont 10 euros, et je vous dis que j'ai des donateurs qui donnent 500 000 euros. Il y a des gens qui ont participé, déjà vu des dons de 2 000 euros. C'est rare, mais ça arrive. Donc, il y a des gens qui ont plus que 10 euros dans la main. Et en fait, si les Français se réveillent et qu'ils se disent l'État, on ne veut plus entendre parler de l'État, on s'en fout, l'État, on le laisse où il est, ça ne m'intéresse pas, l'État. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les agriculteurs. Moi, tous les mois, je suis prêt à jeter 10 euros pour aider les agriculteurs. Si 100 000 personnes font ça, on prend le pouvoir de l'agriculture en France. Et il y a une autre chose qui serait intéressante, si je peux me permettre, ça serait de développer, entre guillemets, je ne sais pas si les termes seront bons, mais des banques populaires. C'est-à-dire que des banques, moi, j'aurais besoin d'un financement, sans parler de dons, mais rien que déjà de financement. Oui. On ne trouve pas de financement autre que les banques au jour d'aujourd'hui. Des financements participatifs, ça s'appelle du financement participatif, évidemment, mais qu'on ait des structures ou des choses à qui s'adresser réellement. Moi qui connaissais pas ce genre de choses avant maintenant, ça manque. Parce que je peux pas avoir accès aux banques correctement. Le peu de prêts que je suis autorisé à faire, c'est du leasing pour du matériel. Ça me coûte minimum 10%. Donc, ça aide pas non plus. Donc, s'il arrivait à se monter des choses comme ça pour du prêt d'argent,
qui soit accessible facilement aux exploitants, ça serait intéressant. Et ça pourrait aider vraiment beaucoup de personnes. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il y a une évolution dans les mentalités. Les gens sont en train de comprendre qu'on nous empoisonne, que tout ce que nous achetons dans les supermarchés, tout ce qui sort de la grosse industrie, là, c'est des produits transformés, c'est des produits, encore je ne vous raconte pas, j'ai publié des dizaines de vidéos avec des saletés dans la nourriture. Je donnais un simple exemple, sinon là on pourrait repartir pour 2 heures. Quand vous achetez du sel au supermarché, le sel de mer, la baleine, pour ne citer que cette marque, qui est hyper connue, que tout le monde achète, tout le monde connaît. Dedans, il y a un anti-agglomérant dans la baleine. Cet anti-agglomérant, il est toxique pour le corps humain. C'est ce qui fait qu'il est hyper fluide, que quand on le verse, ça coule, c'est génial. Mais ça, c'est quelque chose de négatif mais pour le corps humain, mais pour les lois européennes, le taux est tellement bas que c'est acceptable. Et en fait, on a ça dans le sel, on a ça dans l'huile, on a ça dans le beurre, on a ça dans les yaourts, on a ça dans les produits transformés. On a tout ce qui se trouve dans les supermarchés. Vous avez un produit qui est délétère pour la santé qui se trouve dedans. Et quand vous faites le plein du chariot, que vous remplissez pour de 300 € de course pour les 15 jours qui viennent, tous les jours, vous prenez une petite dose de poison qui est là pour vous détruire la santé. Après, on s'étonne aujourd'hui qu'il les cas de cancer explosent, que les gens, les santé, les diabètes, tous ces trucs-là, ça explose, parce qu'ils sont en train de détruire notre alimentation, notre santé avec tout ça. Et le but, c'est que c'est en 2 temps. Premier temps, ils nous tuent avec les supermarchés. Et deuxième temps, il y a Big Pharma qui nous récupère, qui nous fait avaler des pilules tous les jours. C'est que de l'économie. Hein. Pour nous maintenir dans une santé à peu près, dépendante du médicament, ce qui fait qu'on s'empoisonne avec la nourriture et on se rattrape avec le médicament de Big Pharma. Ça fait un cycle complet. Ces gens-là se gagnent des milliards et nous, on est végétatifs, on vit avec la maladie. On vit. Voilà l'avenir du monde, l'avenir de la France, si on suit cette logique. C'est tout de dingue. Et c'est pour ça que les gens ont pris conscience et qu'aujourd'hui, nous prétendons la plus belle cagnotte, je vais vous le dire, la plus belle cagnotte que nous avons montée, c'était Christopher, 43 000 €. Et ben, nous avons réussi à monter des cagnottes et à faire un don de 43 000 € à un éleveur d'ovins qui s'était fait voler justement ses ovins. Encore un autre cas différent. Il s'était fait voler des dizaines et des centaines jusqu'à ce que ça lui coûte un préjudice. Donc, il fallait remplacer le manque à gagner, plus le matériel pour protéger tout ça, pour plus que ça arrive. Ça a coûté un budget. On a atteint des sommes comme ça parce que les gens ont pris conscience qu'aujourd'hui, il fallait sauver l'agriculture parce que c'est la santé de chacun de nous qui est en jeu. Moi, si je me bats aujourd'hui, que je suis là à faire ce direct avec vous, c'est parce que j'ai conscience de ça. Si tous les abonnés sont là, c'est parce qu'ils ont conscience de ça. Et s'ils vous font un don, c'est parce qu'ils espèrent ne plus manger ces fromages, retrouver les fromages près de chez eux, parce que vous êtes localisé quelque part, vous ne pourrez pas servir toute la France. Mais des gens comme vous, il y en a un petit peu partout dans la France. Et le but, c'est d'aider le maximum d'agriculteurs un petit peu dispersés dans la France et que tout le monde puisse trouver son fromage, puisse trouver du bon pain, puisse trouver, enfin, tout et n'importe quoi. La base d'une alimentation saine. C'est notre combat d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un enjeu important. Comme je vous ai dit, c'est idéaliste. Mais je pense que si les Français se réveillent et qu'ils se mettent à la tâche, je pense que c'est possible. Je pense que demain, on peut réunir 100 000 personnes qui sont capables de donner 10 € par mois, sachant que moi, je donne beaucoup plus. Hein. Moi, 10 €, pour moi, c'est minimum 200 € que je donne tous les mois. Si ce n'est pas 500, 600, dès que j'ai l'argent qui rentre, je fais mes calculs et j'essaie de donner le maximum. C'est ce qui fait la notoriété du mouvement que nous faisons. Donc, si beaucoup de gens percutent ça rendent compte, si on a un potentiel pareil, même si dans un an ou deux, vous revenez, vous dites, il m'arrive un pépin, j'ai un trou de 20 000 €, je ne vais pas m'en sortir. Mais si on brasse 1 million d'euros par mois, mais ce n'est pas un problème. Oui. C'est ça le calcul. Et bien sûr, ce que vous avez dit, peut-être faire une sorte de banque citoyenne, de quelque chose qui pourrait permettre des prêts, des facilités de paiement, des choses comme ça. Ça sera développé, mais là, il faudrait que j'en parle avec Jean-Marc, notre associé, justement, qui s'occupe de tout ce qui est financier, tout ça. Si ce genre de projet est faisable, si ça peut être créé par je sais pas, une association, quelque chose comme ça, je sais pas, il faudrait réfléchir. Mais ça serait une très bonne idée, oui. Moi, je pense que ça aiderait beaucoup de monde et en plus, ça aiderait surtout les exploitants à passer le cap. Parce que là, un don, c'est un don, mais c'est quand même, on se sent quand même redevable de quelque chose. Alors qu'un prêt, on le rembourse, il y a des intérêts, tout le monde, c'est quand même plus logique dans la façon de faire et ça permet aussi aux personnes qui ont prêté l'argent
peut-être que pour elle, c'est un don, mais ça permet d'aider quelqu'un d'autre derrière une fois que la somme est remboursée. D'accord. Mais vous savez, aujourd'hui, en termes de redevabilité, les gens, ils vous demandent qu'une chose, c'est de continuer à exercer le plus longtemps possible. C'est tout ce que les gens Certainement, vous demandent. c'est pas comme ça que je le vois, mais Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, là, je vous l'ai dit, la cagnotte, mais je vous le dis, je sais exactement de quoi je parle. Hein. Voilà, elle est à 733 euros aujourd'hui. Vous avez pris 733 dans la journée, 1000 euros avec les chèques et tout ça, qui est même plus de 1000 euros peut-être, parce que les gens savent ce que vous produisez et veulent que vous continuez à le produire. Il faut que vous continuez à servir la population. Le projet, c'est ça. C'est pas plus bête que ça. Donc, quelque part, c'est votre engagement à vous battre pour l'avenir qui fait qui fera la réussite de ce projet. Tout simplement. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on a fait le tour, on vous a beaucoup retenu, 1h40. Je ne pensais pas qu'on durait autant. Je me suis dit, si on arrive à 1h30, ça sera déjà très bien. ouais, ça passe vite quand on en discute. Voilà, quand on discute et que les bonnes ondes, les bonnes idées, les bons sujets avec les gens et que c'est quelque chose qui porte, qui peut donner des idées à, voilà, comme les gens me disent, à voir avec Jean-Marc, tout ça. Voilà, là, il y a des idées qu'on va discuter, on va essayer de développer, de pousser, quoi. Mais franchement, une banque solidaire, hein, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais ça ne serait pas impossible. Une banque où nous pourrions mettre nos propres économies, faire des prêts vraiment, je ne sais pas, ça serait à réfléchir. Enfin, on va discuter. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à tout ça. Enfin, on a discuté. S'il y a jamais un jour c'est en route, tenez-moi au courant. C'est très bien. Ben, de toute façon, quoi qu'il en soit, maintenant, on a un contact. Et même, je vous dis, même pour vous, si un jour, une fois que ça sera fini, qu'on aura réussi à faire la cagnotte, etc., un petit coup de pub, vous voulez présenter un produit, le nouveau flyer, faire en publicité, dimanche, je serai à tel endroit, mais n'hésitez pas. Moi, je le ferai volontiers. Quelle que soit la vidéo que je produis chaque jour, je peux prendre 2-3 minutes pour parler d'un agriculteur, d'un éleveur qui propose ses produits, qui sera à tel endroit, qui fait son marché, qui fait ces choses-là. Mais volontiers, c'est le but de toute la démarche que nous faisons. C'est vous rendre la vie la plus facile possible en trouvant une clientèle, en ayant des clients assidus qui reviendront pour vos produits. Et pour moi, il n'y a que comme ça que ça pourra marcher. En espérant que tout fonctionne et que votre projet continue le plus longtemps possible. C'était Franchement, c'est super. Bon, en tout cas, écoutez, on a passé une assez longue soirée. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je pense que c'est OK pour vous. À moins que vous ayez encore quelque chose qu'on a oublié. Non, c'est bon, on a pas mal fait de choses. On va pouvoir aller manger. Super. Ah, voilà, vous n'avez pas encore mangé en plus. Donc voilà. Eh bien, écoutez, voilà, vous avez pu rencontrer Nicolas Sapé. Sa cagnotte donc, est actualisée depuis aujourd'hui, est en progression. Donc, on espère que vous allez faire le maximum, qu'elle pourra être remplie par le maximum de personnes qui viendra le soutenir. Je rappelle encore que c'est vraiment pour une procédure de sauvegarde qui peut mettre son entreprise en péril. Donc, l'enjeu est vraiment très important. C'est pour ça qu'il faut réunir ces 10 000 euros. Si c'est fait le 15, ça serait parfait. Comme ça, nous pourrons basculer sur le prochain agriculteur, passer à autre chose. Voilà. Et avec encore un objectif d'atteint, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à atteindre un objectif, pour nous, c'est une réussite et c'est une certaine fierté. On s'y applique, on fait le maximum. Donc, eh bien, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Grand merci d'avoir participé à ce live, d'avoir été si nombreux, parce que pas loin de 200 personnes, c'est un bon pic. Donc, merci. Voilà. C'était un plaisir d'être venu, du coup, parce que j'appréhendais un petit peu, mais merci bien. Voilà, ça s'est super bien passé. Finalement, super détendu. Vous avez pu découvrir Nicolas et n'hésitez pas dès demain à partager cette émission avec le maximum sur vos réseaux de partout pour que les gens puissent voir qu'un agriculteur a besoin d'être aidé. Mais là, je parle, c'est une petite somme, mais c'est une somme très importante. Donc, il ne les aura pas pour la fin du mois. Donc, il a besoin de notre soutien. Donc, c'est à nous de le soutenir. Et derrière ça, je partagerai, il y aura le tableau. Donc, il sera rajouté au tableau et vous pourrez aller sur les marchés ou dans les supermarchés proches de chez lui qui proposent ces produits. Ben, vous pourrez justement venir les acheter et goûter ces produits au lait cru et non vaccinés. Très important. Merci. Donc, voilà. Donc, bonne soirée à tous. Je vous remercie vraiment. Je regarde. D'accord, c'était pas une question.
Je vous remercie de votre présence, d'avoir participé à ce direct avec autant de commentaires sur le chat. Je vous dis à demain pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bogiaki.